Merci d'être avec nous en ce lundi. Nous sommes le 14 novembre. J'espère que vous allez tous bien en pleine forme pour ce lundi, pour cette nouvelle semaine qui sera entière. Et c'est pas pour nous déplaire, enfin, surtout les employeurs. Avec évidemment ce petit jour férié, et puis surtout ce jour de grève qui nous a empêchés d'être là. Merci la RATP. J'espère que Jean Castex, qui vient d'être donc validé en tant que patron de la RATP, va faire des efforts pour donner raison à Nicolas Sarkozy, que quand il y a grève dans ce pays, plus personne s'en aperçoit. Amine Sa, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs. Élu de la Courneuve est avec nous. Comment ça va, mon Amine ? Très bien, et toi ? Nous sommes avec Ismaël Boudjekada. Bonjour Ismaël. Salut tout le monde. Comment ça va, mon Ismaël ? Ça va très bien. Et on ne parle que de toi sur TikTok, c'est normal ? Je sais pas. Ah non, mais allez voir, mais TikTok, tu fais des vidéos à combien ? 2-3 millions de vues, c'est ça ? Non, par semaine en cumulé, ouais, je fais les 3 millions sur plusieurs vidéos. 3 millions, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est mieux que la radio, hein. Allons-y sur TikTok, franchement, on va peut-être se recycler, c'est peut-être mieux. Gamal Abina, fondateur du MDC, est avec nous. Il est où, Gamal ? Il est là, et pas de problème. Ça va, mon Gamal ? Toujours Bon. alerte. Voici le programme, les enfants. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Tout à l'heure, en fin d'émission, évidemment, le zapping à ne pas louper, bien entendu, les meilleurs moments qu'il fallait louper ou pas louper d'ailleurs, on verra. C'est selon le quiz, bien entendu, le grand débat du jour. Fini la battle, ça va être des grands débats, plutôt aujourd'hui, avec cette histoire Hanouna, Louis Boyard, puisqu'on a appris cet après-midi que le député en question portait plainte contre Cyril Hanouna. La question est toute simple. Cyril Hanouna, l'animateur de TPMP, a-t-il dérapé en insultant violemment Louis Boyard, son ancien chroniqueur ? Il s'est excusé, Cyril Hanouna, sur Twitter hier, sur la partie des insultes, bien entendu. On y reviendra tout à l'heure. A-t-il dérapé ? Vous êtes 92% à dire oui sur Twitter, le Grand Forum FM2. Vous continuez de voter, on en reparlera. Nous parlerons avec Hakim tout à l'heure, le papa du petit Yanis, de cette affaire du petit Yanis, justement, qui a été mortellement renversé au mois de février dernier à Perpignan. Les suites judiciaires avec de nouveaux éléments que viendra nous révéler tout à l'heure le père de Yanis, Hakim Metla, qui sera notre invité dans le LGF. Kherson, les Ukrainiens ont repris Kherson. Visiblement, Zelensky est venu chanter l'hymne ukrainien ce matin. Est-ce un tournant dans la guerre ? On se posera la question tout à l'heure, ou est-ce peut-être, comme le dit et le laisse entendre Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, peut-être un piège russe, alors que le Kremlin dit ce matin que Kherson fait bel et bien partie de la Russie. Nous partirons évidemment dans le fait du jour au lendemain de cet attentat en Turquie, place Estiklal. Oula, je vais pas y arriver. Voilà, merci. Du côté de Istanbul, le bilan est donc de 6 morts et de beaucoup de blessés. Erdogan a ce matin parlé avant de partir au G20, et surtout des arrestations ont eu lieu et la Turquie accuse le PKK. Nous y reviendrons bien entendu, mais pour l'heure et pour commencer, c'est les clins d'œil. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Alors, pour ce qui est des clins d'œil, messieurs, quelques animateurs de télé sont nés un 14 novembre. Quelqu'un que vous connaissez fort bien, mon cher Gamal, 1963, monsieur Stéphane Bern, le royaliste. Absolument. Bon anniversaire à lui, Oui. Stéphane. T'aimes bien ? C'est un mec très sympa en vérité. Ah bon ? J'aime pas ses émissions. Les émissions sont pas très intéressantes, mais par contre lui c'est intéressant. Ah, pas très intéressante, c'est ça ? C'est pas passionnant, cette espèce d'amour absolu du royalisme. C'est bien historiquement, on apprend les choses, mais c'est pas passionnant cette façon de le voir. Par contre, c'est un type très, très, très intelligent, très, très cultivé. Fan de Stéphane Bern, Amine ? Non, pas plus que ça. Il m'est arrivé de regarder ses programmes et j'en suis pas un fervent fan. mais sans doute qu'il y a des gens qui aiment et tant mieux. Ouais. Ismaël ? Ouais, non, je suis pas fan du tout. D'accord, du tout, au moins c'est clair. Radical. Il est né, lui, à Alexandrie, en Égypte. Il est animateur à succès, il anime des jeux et une émission musicale, évidemment, qui a fait un grand succès, Taratata. Nagui, qui est né donc en 1961. Bon anniversaire à lui, Nagui. Alors apparemment, Nagui est quelqu'un de très difficile à vivre, pareil, dans la vie. Hein. Surtout Nagui, il a été annoncé pour mort il n'y a pas longtemps. Donc c'est quand même assez amusant de voir qu'on annonce sa mort comme les disparus de 2022, alors qu'on a été en parfaite forme. Après, c'est un homme extrêmement dur dans la mesure où il a une exigence, un degré d'exigence très élevé, et que l'émission Taratata était une excellente émission. Et puis, un politique est né un 14 novembre. Il est né à Rabat, au Maroc. Je ne savais pas d'ailleurs. 1953, ancien ministre des Affaires étrangères sous Jacques Chirac. Il a été Premier ministre aussi.
Monsieur Dominique de Villepin. 2020, oui. Ouais. Il est né à Rabat au Maroc. Oui, c'est clair. Il y en a beaucoup sur le Maroc. Je ne savais pas. Ah bon, beaucoup. Oui, beaucoup. Alors, le président de la NUPES, enfin de la NUPES, le président, excusez-moi. Non, c'est Tanger, lui. Au Maroc. Mélenchon. Ouais. C'est Maroc. Jean-Luc Mélenchon, c'est Tanger. Oui, au Maroc. Oui, Maroc. Voilà, c'est ça. Absolument. Il y a un roi aussi qui est né aujourd'hui, qui vient d'être nommé roi il n'y a pas longtemps. Le roi Charles III. Charles. Oui, Charles III, bon anniversaire à lui. Donc c'est son 2e anniversaire. Tout à fait. Pourquoi il y en a eu un premier ? C'est celui de son couronnement. Bien sûr. Ah oui, bah oui, effectivement. Et puis un autre roi aussi en 1935, c'est le roi Hussein de Jordanie, qui est mort d'ailleurs le 7 février 1999 et c'est son fils Abdallah qui lui a succédé. De sinistre mémoire. Ouais, dans l'info People, parce que je sais que Gamal adore ça, en 1996, c'est Michael Jackson qui épouse Debbie Rowe, qui donc devient cette infirmière qui porte d'ailleurs l'enfant à l'époque de Michael Jackson. Prétendument, évidemment. Comment ça, prétendument ? Parce que ces enfants sont blancs, les enfants. Arrêtez de nous prendre pour les imbéciles. Ah bah attendez, je sais pas. Et puis tiens, ouverture d'un stade Cela ne nous regarde pas. en 1928, ouverture du stade Roland Garros, évidemment, à Paris. Inauguration plutôt, puisqu'on parle de Michael Jackson, évidemment. Billie Jean. Alors on va se le faire Tout à fait. pour commencer la semaine tranquillement. Histoire de se mettre dans l'ambiance. Et plutôt les Beatles. Ouais. Ah bon ? Les Oui. Beatles, c'est pas musique. Oui, c'est la pop. C'est Ah pas ouais du rock, les Beatles, Bon. c'est la pop. Il a créé un nouveau genre. Un Ouais. genre à lui, finalement. Il a fait la avec, fusion. avec sa danse. Le Moonwalker, qu'il a Ah pas oui. inventé d'ailleurs. C'est un blanc qui avait fait cette danse à l'origine. Mais surtout, faut se Il rappeler était quelle couleur lui d'ailleurs ? On sait plus. il Hein. était gris. 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 Michael Jackson en tout cas, l'un des très très grands évidemment. Et il a inventé la fusion entre le funk Ouais. et le rock avec Eddie Van Halen sur Beat It, le morceau qui avait cartonné aux États-Unis. Oui. Très bien. Donc Michael Jackson, voilà l'occasion d'écouter Billie Jean évidemment. Ismaël, toi qui es plus jeune que nous, mais forcément tu connais Michael Jackson. Oui, quand même. Quand même. Très bien. Bon, alors messieurs, dans un instant, on part en Turquie dans le fait du jour au lendemain de cet attentat survenu hier, le 13 novembre, sans oublier évidemment d'avoir une pensée pour toutes les victimes du 13 novembre 2015. Il y avait 7 ans. Sont survenus ces terribles attentats. Stade de France, les terrasses et évidemment le Bataclan. Terrible ce jour-là. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Le LGF avec Ismaël Boujakada, avec Gamal Abina, avec Aminsa sont avec nous jusque 18h. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en ce lundi au 01 40 33 9000 pour venir ici en direct parler, débattre, échanger sur l'actualité avec nous. Aujourd'hui à mes côtés, Aminsa, élu à la Courneuve, monsieur Ismaël Boujakada avec nous, élu à Grand Charmant. Est-ce que tu sais où se trouve Grand Charmant, mon cher Kamal ? Bah, c'est sûrement dans un coin charmant. Non, c'est dans le Doubs. Voilà. Donc, Où il fait froid en ce moment, hein, Ismaël, tu me confirmes. Ah, il fait pas doux. Ouais, ça caille. Ça caille. Gamal Abina, le fondateur du MDC, sur France Maghreb 2. Alors, au lendemain de l'attentat perpétré dans une célèbre artère commerçante, donc à Istanbul, le ministère de l'Intérieur turc annonce l'arrestation d'une vingtaine de personnes suspectées d'avoir posé la bombe, notamment une femme. Pour le pouvoir turc, il s'agit donc d'un acte terroriste commis par le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, en lutte armée contre le gouvernement turc depuis le milieu des années 80. Avant de partir justement au G20 à Bali, le président Erdogan a dénoncé donc cet attentat et assuré que les auteurs seraient punis. C'est ce qu'il a tenu à rappeler. Écoutez. Les efforts pour s'emparer de la Turquie et de la nation turque par le biais du terrorisme n'atteindront pas leur but, ni aujourd'hui ni demain. Alors, l'accès aux réseaux sociaux, sachez-le, a été restreint hier soir dans toute la Turquie. Une manière pour les autorités de limiter la propagation des images de l'explosion qu'on a quand même vue. Et puis, alors, chose étrange, Gamal, peut-être as-tu une réponse ou un élément de réponse, c'est que le ministre turc a dit ne pas vouloir des condoléances américaines. Qu'est-ce qui se passe avec les Américains ? Ah, c'est pas très compliqué en vérité, mais c'est vrai que les gens ont du mal à lire les choses. D'abord, ils accusent le PKK. Le PKK a fait beaucoup d'attentats terroristes, mais pas de ce type-là. Les attentats avec des femmes kamikazes, ça arrivait très rarement. Ensuite et surtout parce que
on s'attend à ce que ce soit plutôt des groupes djihadistes. Il faut se rappeler qu'entre 2015 et 2016, les gens l'oublient, il y a eu plus de 500 morts en Turquie pour des causes d'attentats à Istanbul. Il y a eu beaucoup de morts. Et que l'avenue Istiklal, dans laquelle j'ai été d'ailleurs, qui est une très grande avenue... C'est un peu comparé aux Champs-Élysées à Paris ? Oui, c'est un peu les mini Champs-Élysées qui donnent sur une grande place. C'est un endroit très beau d'ailleurs. Lorsqu'une bombe saute, évidemment, les conséquences sont extrêmement lourdes parce que les gens sont assez compressés. Les Champs-Élysées, c'est une avenue quand même où il y a des voitures. Là-bas, c'est piéton, essentiellement piéton. Donc, quand il ne veut pas des condoléances américaines, c'est en sous-jacent pour dire que, en dépit du fait que vous souteniez du bout des lèvres le PKK, les groupes djihadistes qui ont été soutenus par les Américains côté Arabie sont considérés comme des groupes terroristes qui ont pu agir sur son territoire. Donc ils accusent très vite le PKK, mais c'est possible que ce soit des groupes djihadistes qui se vengent de leur défaite, évidemment, en Syrie. Il faut savoir que la Turquie, c'est les frères musulmans, et que les djihadistes qui sont opposés aux Turcs en Syrie, ce sont ce qu'on appelle les wahhabistes. Donc il y a une guerre entre deux courants islamistes. Toi, radicaux. le PKK, t'y crois pas ? Je crois moyen, parce que le PKK, ça fait longtemps qu'ils ont calmé le jeu. J'ai rencontré d'ailleurs un député turc qui était à Kurde et qui a dit qu'on a fait la paix avec le PKK. Donc Öcalan étant en prison, je vois difficilement ce type d'organisation mise en place par le PKK, qui depuis longtemps d'ailleurs se sont calmés, parce que évidemment l'AKP était plutôt favorable à la paix avec le PKK. Alors cette femme serait syrienne, dit-on, hein, celle qui a été arrêtée bien sûr, apparemment elle envisageait de se barrer en Grèce. Amine, est-ce que tu es sur la même interrogation que Gamal Abina sur le fait que ce soit le PKK, en tout cas c'est ce que le déclare aujourd'hui la Turquie? Ça te paraît étrange comme méthode? Non, pas du tout. Moi, Parce que le PKK, c'est plutôt contre les militaires à la base, c'est pas contre justement. Ouais, mais c'est plutôt. Là, ces derniers temps, ça a un tout petit peu évolué. Les choses ont un tout petit peu changé dans le climat. Le climat est pas tout à fait le même qu'il y a quelques années. Et Gamal a raison. Moi, je souscris pleinement à ce qu'il vient de dire. C'est toujours compliqué de l'extérieur d'avoir un avis sur parce que c'est vraiment très interne comme conflit. Donc. De la même manière qu'un étranger aurait une vision de la situation politique interne en France, forcément elle serait pas forcément la plus éclairée et donc il y a sans doute des choses qui nous échappent. On n'a à mon avis pas tous les tenants et les aboutissants sur cette affaire-là et de manière générale sur ce conflit-là. Donc ouais, Gamal a raison sur le fond. Ouais. Ismaël, sur ce qui s'est passé hier en Turquie, quelle est ta lecture que tu en fais au lendemain de cet attentat qui a fait, je rappelle, 6 morts et pas mal de blessés dans une artère commerçante d'Istanbul fort connue et très fréquentée? Oui, non, moi je pense que dans tous les cas, le conflit avec le PKK, c'est quelque chose qui reste éminemment politique et qu'en tous les cas, ça arrange bien aussi les autorités turques de pouvoir laisser entendre en l'état actuel des choses qu'il s'agit d'une attaque terroriste venant du PKK. Maintenant, au-delà de ça, moi ce que je vois et la seule certitude que j'ai, c'est qu'il y a eu une attaque effectivement dans une allée commerçante et qu'il y a eu effectivement plusieurs morts et plusieurs dizaines de blessés. Donc c'est la seule chose qui a déploré, la seule chose sur laquelle je peux parler moi aujourd'hui avec certitude, et je trouve ça forcément dramatique et on ne peut que venir en soutien du peuple turc aujourd'hui face à ce drame qui a endeuillé bien des familles. Est-ce qu'il n'y a pas un message envoyé aussi à la Turquie, Gamal, au travers de cet attentat? Gamal? Ouais, un peu. Oui, allô, excuse-moi. Oui, ça te dérange, on est en pleine émission. Non, du tout. Donc j'étais en train de regarder justement les portraits des femmes en question. Est-ce qu'il n'y a pas un message envoyé à la Turquie? Si, un message qui est évident. C'est pour ça que les Turcs en veulent aux Américains, parce que là, ils sont en train de jouer l'arbitre entre, on peut le dire, Zelensky et puis Poutine. Ils font un travail assez formidable. Ils détournent évidemment une partie de la production russe, puisqu'il y a l'accord cadre qui a été signé pour faire un hub énergétique par la Turquie. Donc il y a des choses qui bougent. En 2023, le Bosphore va être à nouveau aux Turcs. Ils vont pouvoir récupérer les droits de navigation. En 2023, il y a une élection présidentielle qui est un tournant. La population turque est très énervée. Ça va le renforcer, ça? Non, non, du tout. Parce que le drame profite toujours au pouvoir en place, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, il y a une grande fronde en Turquie et les Kémalistes, donc c'est ceux qui étaient là avant lui, les Kémalistes considèrent que la réception de près de 2 millions de Syriens sur le territoire kurde, qui sont de plus en plus mal vus malheureusement pour les raisons que vous imaginez, n'aurait pas dû arriver. Et surtout que la Turquie s'est trop engagée avant sur la question syrienne, et plus encore, la Turquie qui soutient les frères musulmans elle a fait un peu de chantage avec l'Europe, en disant voilà, nous... C'est un faux chantage en réalité. Ouais. La problématique qui se pose en Turquie, c'est un levier, effectivement, mais c'est un levier à minima. Ils n'ont pas besoin de l'Europe. Ce qui se passe en Turquie, c'est qu'ils ont perdu sur l'Égypte.
les frères musulmans. Morsi a été assassiné en prison, mais il est mort en prison. Ensuite, ils ont perdu sur la question libyenne pour partie, pas entièrement. Ils ont perdu sur la question syrienne, puisque les Russes ont remporté la mise. Et surtout, ils ont perdu sur le théâtre irakien. Et moi, je suis étonné d'ailleurs qu'ils accusent les PKK, parce que ce serait plutôt les YPG qui seraient à l'origine de ça. S'il y avait un groupe kurde qui ont des velléités de se battre contre les Turcs, c'est les Kurdes de Syrie. Les YPG. Donc ils sont connus pour être très radicaux. Ils sont connus pour être d'ailleurs coincés en Syrie entre d'un côté Assad et de l'autre côté évidemment Erdogan. Donc tous ces rapports internationaux, tous ces rapports géopolitiques font que la Turquie aujourd'hui est devenue un enjeu central. Et donc c'est bien un message qui a été envoyé à Erdogan pour dire il y aura peut-être d'autres attentats, mais dans tous les cas de figure, vous n'avez pas la main dans la région. Alors j'ai vu un Erdogan très fâché après Macron. Je ne sais pas pourquoi. C'est logique. Très fâché. Il a dit attention, monsieur Macron, vous allez avoir des soucis avec moi. Amine, est-ce que Erdogan fanfaronne un peu quand même, d'autant beaucoup? Non, il fanfaronne pas d'abord. Ah bon? Pas là. Peut-être pas là, mais il y a des exemples quand même où je peux vous en donner, où il a des mots très durs à l'encontre de l'État d'Israël, et en même temps, ça ne l'empêche pas de collaborer avec eux. Hein. Non, mais c'est la position. Oui, non, mais d'accord, c'est autre chose. À chaque fois, on me dit c'est autre chose, mais c'est des faits. Non, c'est sur le seul cas de figure. C'est pour ça que je dis qu'il fanfaronne quand même pas mal. Il n'y a que là qui fanfaronne, parce que ses liens avec Israël, il ne peut pas les défaire. Il le sait très bien. Il y a 5 milliards de dollars d'échanges. Pourtant, il a des mots très durs. Hein. C'est des mots. Mais il ne peut pas se permettre de se couper Israël, parce que je rappelle quand même que les Israéliens sont d'origine turque. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est un peuple qui a des racines communes. Donc il ne va pas, en plus il ne va pas s'embrouiller avec les kémalistes, excuse-moi d'avoir coupé, mais il ne peut pas fanfaronner sur Macron parce qu'ils se détestent cordialement. Ouais, c'est pas les meilleurs amis du monde, hein, Macron et non, Erdogan. c'est pas les meilleurs amis du monde. Et puis d'ailleurs, ça date pas d'hier. Hein, c'est vrai. Qu'il y a une certaine forme d'hostilité un peu masquée entre Erdogan et Emmanuel Macron. Et ça tire son histoire dans la manière notamment dont les musulmans sont traités en France. Je crois que ça c'est un sujet qui a été beaucoup mis en avant de la part d'Erdogan. Et puis la Turquie, ça reste quand même une grande nation. Hein. C'est 100 millions d'habitants. Elle est au carrefour de tous les peuples et de toutes les nations autour de la Méditerranée. Donc c'est évidemment un territoire stratégique. Elle fait le lien à la fois entre la Russie, l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, etc. Donc c'est évidemment très stratégique, et l'Europe aujourd'hui, notamment avec le conflit qu'on connaît actuellement, ne peut pas se priver de la Turquie, c'est une évidence. À quoi joue Erdogan, Ismaël, si tant est qu'il fasse un jeu un peu parfois trouble ou sombre, je sais pas, c'est selon les avis en tout cas. Est-ce que tu le trouves clair, toi, Erdogan, dans sa manière d'agir, Ismaël? Non, ça reste, j'ai envie de dire, Ismaël, on t'entend plus là, vas-y. Parle bien devant ton micro, Ismaël, on t'entend plus. Il a reçu l'appel. S'il te plaît. Non, pas du tout, non. Voilà. Bon. Alors on va régler ça, mon Ismaël, t'inquiète pas. On t'entend très loin, en fait. Voilà. T'es parti là-bas en Turquie, à Istanbul, là-bas, déjà. Hein, t'es arrivé plus tôt que prévu. Très, très rapide. Bon, Ismaël. Bon, voilà, c'est bon, on t'a retrouvé. Voilà, c'est bon, nickel. Non, ce que je disais, c'est un chef d'État qui est là pour aussi défendre ses intérêts avec toutes les stratégies des fois que ça implique. Donc, est-ce que son jeu est clair? La réponse, c'est non. C'est comme certains positionnements qu'on a pu entendre venant de la Turquie sur, par exemple, le conflit israélo-palestinien. On se rend compte qu'effectivement, Erdogan est le premier à taper sur Israël, quand en parallèle, il a strictement aucun problème à faire du business sur les questions de vente de pétrole. Donc bon, il a jamais été véritablement clair à mes yeux. Voilà, on est d'accord. Au moins, un mec lucide dans cette émission. Merci Ismaël. Ismaël Boujakada qui est avec nous sur France Maghreb 2. Non mais c'est vrai, attendez, faut y aller franchement. Mais on y va franchement, Christophe. Je te dis que la Turquie, Erdogan, j'ai dit tout le monde d'ailleurs qui me traite de pro-turc. Je suis pas pro-turc, je me contente de dire la vérité. Erdogan fait un travail, en turc on dit Erdogan, fait un travail formidable, il fait un travail de soutien à plein régime, à son pays. La visée d'Erdogan, c'est de faire de la Turquie une grande nation. Ils sont 20e puissance économique aujourd'hui. C'est un carrefour civilisationnel, ça a été rappelé. Je rappelle qu'il y a 10% de la Turquie qui est en Europe, et l'autre rive du Bosphore, on l'appelle
on ne dit pas que c'est la Turquie orientale, mais on l'appelle la Turquie asiatique, la rive asiatique. Donc la Turquie est vraiment centrale en termes géopolitiques, géostratégiques. C'est quand même un ancien empire très important qui a été démembré le siècle dernier. Et on ne peut pas dire qu'Erdogan travaille pour autre chose que l'intérêt de son pays. Donc quand la question israélienne, il a plus à perdre qu'à gagner à rompre avec Israël, il a plus à perdre, donc ils n'auront pas. La question palestinienne, c'est du bout des lèvres en vérité. Il fait beaucoup d'annonces, mais il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Mais il ne faut jamais perdre de vue qu'il ne fanfaronne pas. Il travaille dans l'intérêt de son pays. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, d'accord. Ok. Alors, dans un instant, on va passer à un autre événement qui a eu lieu ce week-end. Hein. C'est Kherson. Les Ukrainiens, les Russes se sont retirés, pour être plus précis, pour être justement, on va essayer d'analyser un petit peu tout cela, parce que le Kremlin indique ce matin que Kherson est bel et bien russe. Zelensky, qui fait très peu de déplacements, est venu chanter l'hymne ukrainien à Kherson. Beaucoup de gens sont venus avec de belles images, de retrouvailles, de familles, etc. Est-ce que c'est un tournant dans cette guerre en Ukraine? On y revient dans un instant avec Ismaël Boudjekada, avec Amin Saha et avec Gamal Abinar. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec monsieur Gamal Abina, fondateur du MDC, avec Ismaël Boudjekada qui est élu à Grand Charmont dans le Doubs, avec Amin Saha qui est élu à la Courneuve, c'est pas dans le Doubs, c'est dans le 93, et il fait pas très doux pour le coup parfois. Avec donc cette histoire donc de Kherson, donc les Russes se sont retirés. C'est ce que l'on a appris. Donc du coup les Ukrainiens ils sont rentrés et Zelensky, donc le président ukrainien, l'acteur, mauvais acteur, est venu chanter l'hymne ukrainien ce matin à Kherson, alors même que la Russie, au travers du Kremlin, indique que le Kherson fait bel et bien partie de la Russie. Par contre, je tenais juste à éteindre une petite polémique qui est encore venue de quelques journalistes qui finalement n'honorent pas le métier de journalisme, qui ont annoncé que Lavrov, qui est arrivé à Bali, aurait été hospitalisé. Il n'en est rien du tout. La Russie d'ailleurs a démenti. On voit Lavrov en short en train de lire un journal. Donc tout va bien. Encore une fois, une belle propagande. Alors pour le coup, on va essayer de comprendre ce qui se passe et à quoi joue la Russie. Est-ce que c'est pas un piège justement de la Russie que de s'être retiré, Gamal Abina? Oh Lord, can't you see? À mon avis, il a chanté ça, Zelensky, parce que je vois pas l'hymne ukrainien en ce moment. Je vois les États-Unis sur le théâtre d'opération. Pourquoi? La Russie a annoncé, et elle ne fait qu'annoncer des choses, elle a annoncé qu'elle se retirait effectivement de Kharkiv ou Kharkov, ça dépend de la prononciation russe ou ukrainienne, et de Kherson ou Kherson, on va le prononcer à la française. Elle s'est retirée, pourquoi? Elle a des populations qui lui sont plutôt favorables, mais il y a ce qu'on appelle le fleuve le Dniepr, qui est un fleuve qui sépare le théâtre d'opération de l'est de la Russie et du sud à l'ouest. Or, les positions russes à l'est, donc les zones qu'ils occupent aujourd'hui ou qui sont libérées, ça dépend des points de vue, sont des zones fortifiées. Et pour traverser un fleuve comme le Dniepr, il faut être méchamment équipé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'en termes stratégiques, c'est pour ça que moi, quand j'entends les Ukrainiens ont repris, ils n'ont pas repris. Les Russes ont redonné Kherson, c'est pas pareil. Les Russes se sont repliés pour, c'est les propos des Russes. C'est vrai que les mots ont leur importance. Absolument. Il n'y avait pas de libération, c'est une blague. Il n'y a même pas une balle de tirée. Ils se sont retirés pour dire quoi? Et ça, c'est Shoigu qui le dit, pour préserver les vies des soldats russes, pour ne pas les Qui étaient un peu encerclés pour le coup. Tout à fait. Pourquoi? Parce que les bases de repli en traversant un fleuve sont dangereuses. Elles sont exposées. Or, de l'autre côté du Dniepr, il n'y a personne qui peut passer. Les Russes ont la possibilité d'approvisionner au niveau de la logistique, nourriture, armement et tout ça, de façon continue à partir des routes. Parce que le ciel ukrainien appartient à la Russie. Les avions russes survolent, les batteries missiles anti-aériens sont présentes et l'Ukraine n'a pratiquement plus d'avions. Par contre, de l'autre côté, l'Ukraine, très exposée, n'a pas la possession du ciel. C'est-à-dire que le ciel appartient aux Russes, ce qui veut dire que si les Ukrainiens veulent alimenter leurs soldats en matériaux, en nourriture ou n'importe quoi, ils se font atomiser par l'aviation russe ou par les missiles. Donc quand on dit aujourd'hui, avec la propagande ridicule, que les Russes seraient en difficulté parce qu'ils se seraient retirés, j'ai envie de dire simplement, rappelons-nous des buts de guerre. Les Russes voulaient récupérer le Donbass. Ils les ont récupérés, ces villes du Donbass, ces deux régions importantes qui sont frontalières de la Russie, voulaient conserver la Crimée et voulaient conserver Mariupol. Aujourd'hui, ils ont la Crimée, ils ont Mariupol, ils ont le Donbass. Donc aujourd'hui, la Russie, avec ses 20% de territoire, 1/5 appartient aux Russes. Est-ce qu'on ne se dirige pas finalement à l'image d'un Berlin-Est, Berlin-Ouest pour Kherson? Exactement. Non, pas pour Kherson. Kherson va être disputé. Alors les Russes ont annoncé qu'ils ne céderaient pas parce qu'il y a... Alors c'est ça qui me fait peur, je ne vous le cache pas. Moi, j'ai vraiment de la pitié pour ces pauvres Ukrainiens qui sont dirigés par un fou
et je pèse mes mots, un fou, qui croit pouvoir mettre en difficulté l'État russe avec le soutien occidental. Biden l'a dit dès le départ, l'Amérique n'interviendra que si un pays de l'OTAN est touché. Donc, ils sont abandonnés. Est-ce que tu crois qu'il sait où se trouve l'Ukraine, Biden ? Il le sait peut-être pas forcément, il sait même pas où il se trouve lui-même. Mais bon, quoi qu'il en soit... Non, mais, tu crois pas si bien dire. Ah oui, non, il a encore fait une belle bourse ce week-end. Il n'arrête pas. Il faut le mettre dans une maison de retraite. Mais ce que je veux dire, c'est que la femme qui dirige l'Amérique, c'est pas lui. Entre le Cambodge et la Colombie, il a confondu. Ouais, non, mais là, il plane. Hein. Son fils qui est mort en Irak, il sort des trucs à dormir debout. Mais je veux dire simplement, pour conclure mon propos, c'est qu'aujourd'hui, la position russe est une position de confort. Et là où j'ai la peine pour les Ukrainiens, c'est qu'il y a une contre-offensive qui a démarré avec 300 000 soldats, avec une armada monumentale aérienne, avec des capacités logistiques au sol considérables, et qui vont taper un grand coup très fort sur ces malheureux Ukrainiens qui vont aller sur Kherson et qui vont se retrouver à leur tour isolés. Ismaël Boujakada, sur cette histoire de Kherson, là, où les médias français, et on voit d'ailleurs qu'il y a des médias qui font leur buzz là-dessus, hein, notamment LCI et BFM. Vraiment, ils sont à fond sur l'Ukraine, sur cette guerre en Ukraine. Bon, CNews, c'est l'immigration, c'est les Arabes, les Noirs, c'est autre chose, c'est leur cible. Pour le coup, chacun ses priorités. C'est pas la même invasion. Ismaël, de quel regard tu vois un petit peu ce retrait russe de Kherson ? Ouais, alors concrètement, c'est vrai déjà que sur l'aspect médiatique, moi personnellement, l'Ukraine, j'en peux plus. J'ai jamais visité ce pays et je suis pas prêt de le visiter. Ils m'ont déjà saoulé. Mais non, enfin matin, midi et soir, on est là en train de manger le conflit. Quand même. Il y a une guerre quand même. Ouais, il y a une guerre, mais je veux dire, on en a déjà parlé, les pourquoi de cette guerre, c'est ce conflit de manière générale. Il y a beaucoup d'hypocrisie. On est là en train de défendre notre vision occidentale. On sait pertinemment que l'OTAN n'est pas tout blanc dans la situation que l'on connaît. Et moi, j'en ai ras-le-bol aussi de cette mise en scène permanente. On a Zelensky qui est censé être en guerre. Le type est en train de préparer sa participation à c'est quel télécrochet encore là non, l'Eurovision. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tout est surjoué, tout est calculé. Je pense qu'il a dû oublier qu'il était plus en train de tourner la prochaine saison de sa série Netflix, mais qu'il est bien dans la réalité. Et donc, moi personnellement, je trouve que c'est assez dérangeant, c'est même malaisant cette mise en scène permanente. Et donc voilà, le fait qu'il aille chanter l'hymne à Kharkov, ou je sais plus comment on le prononce. Une fois encore, c'est de la mise en scène. À quoi jouent les Russes ? Très certainement, il y a une stratégie. Il y a une stratégie assumée derrière, parce que je pense que Vladimir Poutine, si tant est qu'il ait été placé en situation d'échec, ne l'aurait pas mise en scène de cette manière-là. Et donc il y a forcément quelque chose derrière tout ça. Et maintenant, attendons de voir. Mais oui. Il va falloir à un moment donné que ce conflit se termine et que nos représentants, à l'instar d'Emmanuel Macron, arrêtent de nous mettre, nous, peuples européens, dans une merde qu'on n'a pas demandé, tout simplement. Amine. Moi, je crois que l'opération spéciale emmenée par Vladimir Poutine est en train d'arriver au bout de son objectif. C'est-à-dire que l'objectif depuis le départ de Vladimir Poutine, c'est pas d'annexer la totalité de l'Ukraine et de se rapprocher de l'Europe occidentale. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'était d'abord de montrer, de faire une démonstration de force. Je crois que là, pour le coup, il a réussi son pari. Aujourd'hui, c'est vrai que le conflit semble s'enliser un peu, et donc Vladimir Poutine, à mon avis, considère aujourd'hui qu'il a réussi son pari. Son pari, c'était évidemment d'envoyer un signal fort à l'OTAN et de dire voilà, il n'y aura pas d'extension de l'OTAN, et on le voit bien dans la plupart des commentateurs internationaux disent que l'Ukraine n'intégrera pas l'OTAN, en tout cas pas dans les 10 ou 15 prochaines années, ni même l'UE, parce que la situation en Ukraine elle-même rend ça impossible, et on n'est pas à l'abri que l'opération spéciale Poutine se réédite dans 5 ans, dans 10 ans, pour envoyer encore une fois un signal. Alors sans doute pas avec le même chef d'État, mais la Russie s'est inscrite dans cette logique-là en tout cas, et moi je suis pas de ceux qui pensent que même si on tente de faire une certaine narration autour de cette histoire de rendre un peu les Ukrainiens victorieux. Non, c'est pas vrai. Moi, je pense qu'il y a plutôt un recul de la part des forces militaires russes. Et donc,
laisser croire qu'il y a une forme de victoire ou une forme de revanche de la part des Ukrainiens, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est dans Mais un ce retrait russe là, disproportionné. est-ce qu'il présage un lendemain un peu particulier? Est-ce qu'on peut se dire finalement que les Russes se sont retirés? On l'a expliqué d'ailleurs avec Gamal tout à l'heure, parce qu'ils étaient un petit peu encerclés, qu'ils n'avaient pas le choix. Hein. Évidemment, on ne peut pas prendre le risque d'écrabouiller je ne sais pas combien de militaires. Donc c'est un retrait, j'ai envie de dire, stratégique. Bien sûr. Est-ce que demain, on peut craindre le pire parce que quand les Russes décideront de revenir? Gamal, en un mot, avant qu'on accueille Méziane. Oui, très rapidement, mais évidemment. Parce que tu as dit tout à l'heure être un peu inquiet. Bien sûr que je suis inquiet. Il y a 1,5 million d'hommes qui sont mobilisés, en plus de 150 000 qui sont déjà sur le terrain, pour frapper à nouveau et contre-frapper. Les Russes, on l'a vu dans des batailles connues en 40 et en 45, quand les Russes se déploient et se préparent à taper, il y a une grande célèbre bataille à Koursk de chars où ils ont massacré les Allemands, ils étaient 10 contre 1. Là, ils se sont trouvés 1 contre 8. Maintenant, ils ont inversé la vapeur. Ça va être 1 contre 1. Donc, le rapport de force est ultra favorable aux Russes et il va y avoir des dégâts considérables. Ils vont pas faire semblant. Méziane est avec nous. Salut Méziane au 01 40 33 9000. Bonsoir Méziane. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir à tes invités chroniqueurs. Ouais. Écoutez, moi je voudrais vous demander, vous qui êtes des gens très avisés et compétents plus que moi, comment vous voyez la finalité de ce combat entre Occident et Russie. Est-ce qu'on n'assiste pas finalement à un nouvel ordre mondial un jour? Ouais, Méziane, c'est un petit peu la question de Méziane. Est-ce qu'on n'assiste pas finalement à un changement, un nouvel ordre mondial au travers de cette histoire en Ukraine, un nouveau bloc qui essaye de dominer l'autre finalement? Je ne sais pas qui veut répondre à ça. Je peux répondre si vous voulez. Bah oui, réponds alors. Simplement, oui, il y a une redistribution des cartes. C'est le retour de la guerre froide. Je parle d'un nouveau rideau de fer qui s'est installé. L'ironie du sort, c'est qu'ils ont réussi à mettre d'accord les Russes et les Chinois, ce qui n'avait jamais été le cas avant, je le rappelle quand même. À l'époque de Kissinger, les Chinois étaient contre les Russes. Aujourd'hui, ils sont d'accord. Les Indiens les ont rattrapés. Les Africains sont plutôt pro-russes. On oublie souvent parler des Indiens et pourtant ils ont un rôle et ils ont une... considérable. Ils vont devenir, vous savez, en termes d'habitants, paraît-il, plus important que la Chine. Hein. Oui, ils sont déjà 1 milliard 100 millions, mais ça va monter très vite. Et surtout, on se rend compte que ces fameuses BRICS, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des gens des BRICS. Que l'Algérie va rejoindre. Que l'Algérie, ils ont demandé l'adhésion. Ils ont demandé l'adhésion. Pour l'instant, 3 pays sont favorables. Les Chinois, les Russes. Les Chinois, les Russes et sans doute les Sud-Africains, parce que c'est des grands alliés. Et les Iraniens. Non, pas l'Arabie. Les BRICS, c'est plutôt Brésil et puis l'Inde. L'Iran, non? Non, l'Inde. Pour l'instant, il y a 5 pays dans les BRICS. Après, ce ne serait pas une adhésion directe, ce serait une adhésion par association, un peu comme ce qu'on voit en Europe. Mais ce qui se passe par rapport à ces questions-là, il y a un rideau de fer qui est retombé, et surtout maintenant la nouvelle logique, qui est une logique anti-Bretton Woods, c'est qu'ils veulent, je parle des Bretton Woods, les fameux accords de Bretton Woods qui ont imposé le roi dollar, littéralement. Et bien là, ils veulent dédollariser le monde, c'est-à-dire qu'ils veulent faire en sorte que les échanges se fassent avec d'autres monnaies, dont le rouble, dont le yuan chinois, dont tout un tas de monnaies des pays du BRICS en l'occurrence. Ils veulent que le dollar ne soit plus le dieu maître de la terre. Et c'est ce qui se passe et c'est ça qui impressionne. On voit déjà la fragilité de l'euro, mais le dollar va être impacté. Alors aujourd'hui, la question que je me pose, est-ce qu'il y a un nouveau monde qui se redessine? Ben oui, 30 ans après la chute du mur de Berlin, il y a un nouveau monde qui se redessine. Et est-ce que les rapports de force vont changer? Oui, parce que ces pays qui étaient faibles en 90 sont devenus des grandes puissances. Allô? Oui. Oui. Est-ce que vous avez entendu hier soir sur LCI comment il s'appelle Daniel Cohn-Bendit. Daniel Cohn-Bendit, ouais. Daniel, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Daniel Cohn-Bendit. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il a dit qu'il faudrait que l'Ukraine fasse comme Israël. C'est-à-dire qu'ils deviennent inattaquables. Depuis qu'ils se sont dotés de fameux dômes de fer, il n'y a plus aucun pays arabe, ils sont obligés de négocier et de se mettre d'accord parce qu'ils sont invincibles. Ridicule. Ouais. Vous vous rendez compte? Daniel Cohn-Bendit, il a plus toute sa tête, Mouchkin. Il n'y a plus personne qui écoute ce que dit Daniel Cohn-Bendit. Il y a bien longtemps qu'on n'accorde plus de crédit à ce que dit Daniel On rappelle quand même que c'est un pédophile assumé. Hein. Oui, mais c'est autre chose. C'est autre chose, mais bon, oui. Mais non, la réalité, c'est que quand il dit une bêtise pareille, parce que le niveau de bêtise est impressionnant, j'ai envie de lui rappeler, il faut un petit peu de mémoire. Il nous fait les Biden, là, que Israël a été attaqué par le Hamas, et que les missiles sont passés tranquillement, ils ont intercepté un tiers, que Israël n'est plus un État protégé par ce fameux dôme de fer, parce que le taux de protection n'est pas aussi élevé que ça a été vendu, et surtout que
s'il y a une salve de missiles qui part de 20 000 missiles, il n'y a aucun système d'interception qui peut l'arrêter, vu le coup. Dans un instant, on va recevoir le papa du petit Yanis, Hakim, qui sera avec nous pour les nouvelles infos concernant l'affaire judiciaire de cette affaire, de la mort du petit Yanis, qui a été écrasé par Marie-Christine à Perpignan, mère de 2 gendarmes. Ça aide, mais pour combien de temps, on verra. J'ai regardé le TikTok d'Ismaël Boujakada et ça m'a inspiré ce petit sujet qu'on va traiter dans un instant. Que deviennent les anciens ministres, les anciens députés? Est-ce qu'ils sont recasés? J'ai vu que Sylvie Goulard, Ismaël, avait été recasée pour un salaire assez sympathique, 18 000 €. Tu nous en dis plus dans un instant, mon Ismaël? Toutes ces infos, vous pouvez les voir sur TikTok. Si vous avez TikTok, je suis sûr que vous avez TikTok parce que vous êtes des gens modernes. Vous vous abonnez à Ismaël Boujakada, puis aussi à Amin Sarah qui commence à monter aussi sur TikTok. Et Ismaël nous révèle vraiment beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à le suivre, Ismaël Boujakada, avant qu'il soit censuré par TikTok. À tout de suite. Restez avec nous. Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, merci d'être avec nous, avec Gamal Amina, fondateur de MDC, avec Ismaël Boujakada, élu à Grand Charmant dans le Doubs, avec Amin Sa, élu à la Courneuve, et j'ai regardé donc, et comme j'incite d'ailleurs à tout le monde à le faire, le TikTok de Ismaël, et j'ai appris que apparemment, quand on est une ancienne ministre, ça peut aider, quand on a de bonnes relations, savoir le président de la République, ça peut aider. Donc Ismaël, tu as révélé sur ton TikTok que Sylvie Goulard avait été recasée, et en plus pour un salaire encore plus avantageux, plus important que celui de ministre. Oui, après ça remonte, c'est vrai que c'était passé un peu inaperçu, mais cette femme, donc il faut déjà rappeler pourquoi elle avait été mise en dehors du gouvernement, c'est-à-dire qu'elle avait été mêlée à l'affaire des emplois fictifs au Parlement européen avec Bayrou et compagnie. Donc elle a été remerciée face au scandale. Et quelques mois plus tard, elle a été recasée sous-gouverneur de la Banque de France pour un salaire de 18 000 € net par mois. Donc effectivement, je trouve que c'est un petit peu scandaleux et ça en dit long sur la politique du petit copain qui a encore de beaux jours devant elle. Alors comment tu fais un véritable travail d'enquête de journaliste, Ismaël, ou tout simplement tu lis tout et t'essayes de donner des infos que personne ne donne? Non, j'essaye déjà de m'intégrer dans des groupes, que ce soit Telegram et compagnie, où il y a pas mal d'informations qui sortent. Ouais. Moi, je fais mon travail de recherche aussi à mon niveau, et puis surtout, il y a le journal officiel qui est intéressant à lire. Enfin, quand je dis intéressant, tout est relatif, c'est hyper ennuyant. Mais oui, c'est vrai, je suis d'accord. on trouve une pépite ou deux qui sont noyés dans la masse d'informations, et je pars du principe que si on était un peu plus nombreux à lire le journal officiel, il y aurait un petit peu moins de scandales. Donc ça veut dire que Macron a raison lorsqu'il dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Quand on est dans la Macronie, ça marche et ça aide, Amin Sa. Évidemment que ça aide. Mais en même temps, Emmanuel Macron l'a assumé. Il l'a dit à plusieurs reprises que lui, de son point de vue, il ne lâcherait jamais les amis, les fidèles, etc. Alors ça peut avoir un côté plutôt loyal. Ouais. Mais en même temps, ça donne l'impression d'une certaine république un peu bananière, quoi. Donc ça peut être inquiétant. Et puis par ailleurs, ça n'a pas toujours été le cas pour tout le monde. On voit bien la situation d'Agnès Buzyn aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'elle a été soutenue, remerciée comme il se doit après. Elle est à l'OMS, je crois, aujourd'hui. Ouais. Agnès Buzyn, elle est à l'OMS. Ouais, en Suisse. Voilà, donc ça va pour elle. Ouais, je crois pas qu'Emmanuel Macron c'est pas lui qui a été à la manœuvre dans cette affaire-là, mais ce qu'on reproche là à Emmanuel Macron, finalement, c'était déjà le cas avec d'autres. Nicolas Sarkozy auparavant, c'était le cas sous Jacques Chirac, François Hollande. Personne n'a manqué à ses amis, aucun des chefs d'État n'a manqué à ses amis lorsqu'il le fallait. Oui, mais la différence que Emmanuel Macron en campagne en 2017 avait dit que ça serait terminé avec ce monde-là. Ils l'ont tous dit. Que ça serait nouveau, que les pratiques et les méthodes seraient différentes. Et en fait, on s'aperçoit, Gamal, qu'avec un peu de recul... Mais le nouveau monde, c'est l'ancien monde, voilà. en moins bien. Le nouveau monde, c'est toujours l'ancien monde, en fait. C'est du recyclage, mais le problème, c'est qu'il y a deux choses. D'abord, la politique corrompt, pour être très clair. Ensuite, un homme honnête en politique qui dure, j'ai du mal à y croire. Puis surtout, il y a
j'allais dire que c'est le défaut de ses qualités. Si Macron ne lâche pas tout le monde, sur peut-être Buzyn, il a raison, s'il ne lâche pas tout le monde, on peut se dire que c'est une grande qualité. C'est un homme qui ne lâche pas ses amis. Mais en politique, il n'y a pas d'amitié, il y a que des intérêts bien compris. Et on voit bien la façon dont il a pris une distance avec l'ancien Premier ministre, qui est embarqué dans ces affaires de Covid, avec sa ministre de la Santé qui est embarquée, alors que le chef de l'État était en guerre et s'était personnellement impliqué sur les mesures à prendre par rapport au Covid. Donc c'est vrai que lorsqu'il dit ça, c'est beau, c'est mignon, mais dans les faits, dans le monde politique, il n'y a que des intérêts bien compris et les gens savent très bien où ils vont et pourquoi ils y vont. Bon, en tout cas, voilà, Sylvie Goulard, ça se passe plutôt pas mal pour elle, 18 millions d'euros de salaire. C'est quoi? C'est le double d'un salaire de ministre, Oui, non, ouais. un peu moins quand même. Quoi? Aujourd'hui, non, c'est autour de 12 000 euros. Un ministre, un secrétaire d'État, oui, c'est environ 12 000 euros. Ça a été réévalué quand le salaire du président de la République avait été augmenté. Ils sont tous mis d'accord entre eux d'ailleurs. Là, il n'y a pas de problème. Oui, c'est comme le Parlement qui a remonté de 40%. Bien sûr, évidemment. Là, on s'entend. On sent que c'est des bosseurs. Bon, en tout cas, voilà une information que m'a appris Ismaël Boujakada sur TikTok, qu'il faut suivre donc, parce qu'il sort pas mal de petits trucs sympas, des petites infos, c'est bien étayé, c'est bien travaillé, avec enquête, voilà, et c'est vrai que quand tu regardes TikTok, tu te dis quoi, il y a que des abrutis là-dessus ou quoi? Mais non, il y a Ismaël Boujakada, il y a Amin Saha, il y a des gens, il y a Maître Maghrebi aussi, voilà, qui font du bon boulot. Donc allez-y, voilà. C'est pas toujours évident. Des petites vidéos courtes, mais très très intéressantes et instructives. Tu fais quelques lives, bon Ismaël aussi? Ouais, j'en fais de temps en temps, j'en fais de moins en moins, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Mais j'essaye d'en faire au moins une fois par semaine. Bon, j'espère que tu vas pas devenir un influenceur, des temps modernes. Non, du tout. J'ai déjà été contacté par Burger King, mais j'ai refusé. Ah ouais. Dommage. Ah ouais. D'accord. Donc il repère évidemment aujourd'hui. Il charrie là. Non, mais il charrie pas, je te le dis. Il a été demandé, moi, je te le dis. Mais oui. Non, c'est une vanne, ça. Non, c'est pas une vanne. Mais c'est pas une. Dis-lui que c'est pas une vanne, Gamal. Ah, mais c'est Burger King du Doubs, c'est ça? Non, mais pourquoi tu crois qu'il est dans tout? Il est fou celui-là. Mais TikTok, c'est dans le monde entier. Il fait des 3 millions de vues par semaine. Il a vraiment été contacté par Burger King. Bah oui. Quand tu commences à percer sur les réseaux sociaux, t'as toutes les marques qui viennent te voir pour que t'essayes un petit peu de vendre leurs produits, quoi. C'est dommage que tu sois pas converti à la finance de marché. Ça travaille. Ça casse tout le travail, quand même. C'est du sérieux, Ismaël. Faut pas déconner. Si il est incorruptible, ça va pas bien se passer. Tu feras pas de carrière. Ah, ça c'est pas faux. Ça c'est pas faux, Ismaël. Est-ce que finalement aujourd'hui, quelqu'un qui réussit en politique, c'est quelqu'un qui a des casseroles? Est-ce qu'on peut le dire, franchement? Moi, je pense qu'effectivement, c'est un plus sur le CV aujourd'hui quand on a une petite mise en examen, tout ça, ça fait classe, je sais pas, ça va les intéresser. C'est une plus-value, j'ai l'impression. Ouais. Ça aide pas mal, ouais. Non, mais évidemment, on le voit bien. Aujourd'hui, c'est devenu une qualité que de manquer d'éthique, de morale, d'honnêteté, d'intégrité. Et donc oui, c'est plutôt un avantage. Maintenant, je crois pas qu'il faut se résigner à ça. Et au contraire, il faut essayer avec la nouvelle génération, Ismaël et d'autres, proposer autre chose, quelque chose de différent. Et je crois qu'il est en train de se passer quelque chose quand même dans le pays. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les partis politiques, les familles politiques ne sont plus le réceptacle de l'engagement, de la mobilisation, du militantisme. Il y a plein de choses qui se font en parallèle, notamment dans le monde associatif, dans le monde syndical, ou même dans le monde citoyen, tout simplement. Il y a des initiatives qui prennent forme et on l'a vu, notamment dans l'engagement purement électoral. Il y a aujourd'hui une aspiration à autre chose que ce qui existait déjà dans le pays. Et donc, les formations politiques dans leur état actuel ne donnent plus vraiment envie. Bon, on est assez d'accord avec ça, Gamal, ou pas? Oui, tout à fait. Et il fait référence d'ailleurs, et moi je suis d'accord avec ça, le monde associatif qui s'engage dans le politique et qui donne des gens comme Dionor Excellent qu'on connaît, comme Sabrina Sebaï, des gens qui ont un engagement. Carlos Bilongo qu'on a reçu ici la semaine dernière. Des gens qui viennent du milieu associatif. Il est partout en Afrique, lui. Il est à la COP27, oui. Il est excellent là-dessus. Non, mais il faut dire qu'il y a des gens qui connaissent la population et qui montent de par le fait qu'ils viennent de la base. Et ceux-là sont plus intéressants parce qu'ils ne sont pas incorruptibles, mais au moins, ils ont à cœur de tenir quelques promesses, on peut dire. Bon, restez avec nous sur France Maghreb 2. Dans un instant, on va recevoir notre invité, le papa du petit Yanis, Hakim Metla, qui sera avec nous. On l'avait reçu, évidemment, quelques jours du rassemblement qui avait lieu place de la République à Paris. Et aujourd'hui, il y avait une audience le 9 novembre dernier. On va en reparler parce qu'il y a eu des suites dans cette affaire et des choses plutôt intéressantes que l'on va évoquer avec lui dans un instant.
avec Amin Sa. Notre invité n'est pas encore arrivé ? Non, Gamal ? Je crois pas, non. Tu peux enquêter là ? Tu peux faire ton travail de journaliste un peu ? Voilà. Oui, voilà. Le père d'Hakim, normalement, devrait pas tarder d'arriver. Évidemment, pour parler de cette affaire Yanis, qui t'avait d'ailleurs, qui te concerne de très près, mon Ismaël, parce que tu as été, on peut le dire, hein, l'un des organisateurs ou l'organisateur de ce rassemblement Place de la République. Est-ce qu'en un mot, Ismaël, il y avait quoi apparemment beaucoup de monde, bien qu'il faisait froid, la météo n'était pas vraiment au rendez-vous. Mais la mobilisation était quand même au rendez-vous. Est-ce que tu es satisfait de ce premier rassemblement ? Un coup de pression qui a été porté donc ce jour-là. Oui, non, franchement, on était quand même relativement satisfait. Bon, on est pas un peu déçus parce qu'on aurait espéré forcément beaucoup plus de monde. Mais dans ce genre de mobilisation, on attend toujours plus de monde, quoi qu'il en soit. Mais effectivement, on a eu entre 4 et 500 personnes en fonction des 2 comptages qu'on a eu, ce qui est déjà pas mal réunis, je précise bien, au même moment. Donc entre ceux qui venaient et qui partaient, donc on a réussi à toucher quand même pas mal de gens, qui plus est à travers aussi les réseaux sociaux. On a réussi à faire des lives où il y avait énormément de personnes aussi qui ont été mises au courant. Donc non, la mobilisation pour moi est une réussite. Maintenant il y a l'acte 2, je pense que Hakim en parlera, mais il y a l'acte 2 qui viendra très très vite, à savoir le 3 décembre, une fois encore, place de la République à Paris. Ah donc il y a un nouveau rassemblement prévu à Paris le 3 décembre. Quelques jours avant, parce qu'il y a une nouvelle date d'audience qui a été annoncée, c'est ça, Ismaël ? Voilà, qui a été annoncée au 14 décembre. Maintenant, là, il y a une certaine réalité, c'est que, mais voilà, je vais pas trop spoiler parce que je sais pas ce que veut dire précisément le papa de Yanis ce soir, mais factuellement, là, ok, ils ont retrouvé un document du médecin légiste qui avait disparu pendant des mois, bizarrement. Et ils ont décidé de repousser le délibéré au 14 décembre. Sauf que la réalité, c'est que ça ne veut strictement rien dire. C'est pas forcément une bonne nouvelle. La seule bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a gagné du temps. Maintenant, est-ce que la présidente du tribunal est prête à réouvrir les débats ? Ça va être l'objet d'une revendication de l'avocat de Hakim, qui va écrire de manière publique à la présidente du tribunal pour savoir effectivement si, concrètement, elle fait quoi ? Ok, on a un nouveau document, mais est-ce que vous rouvrez les débats ? Est-ce que vous acceptez d'écouter les témoins ? Est-ce que vous acceptez de nommer un juge d'instruction ? Il y a tous ces points-là qui méritent des éclaircissements et sur lesquels, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Oui. Gamel, cette affaire est quand même assez extraordinaire. Hein. Je veux dire, c'est le petit Yanis qui a été renversé par Marie-Christine, qui au départ appelle la police, après un délit de fuite quand même, appelle la police pour effectivement dire qu'elle a renversé un enfant. Quelques mois plus tard, elle reviendra sur sa déposition, elle parlait plus d'un enfant, mais d'avoir été ébloui par le soleil, puis plus d'un animal. Enfin, on rappelle que cette femme était quand même mère de 2 gendarmes et que c'est son fils qui a relevé les premiers éléments justement concernant cette affaire le jour du drame. Hein. C'est important de le rappeler quand même, Ismaël. Bien sûr, effectivement. C'est effectivement important de le rappeler. La version de Marie-Christine, elle a changé à bien des reprises. Dans un premier temps, elle reconnaît avoir écrasé un enfant. Quelques semaines plus tard, ça va être, je l'ai confondu avec une boule de feu. Après, c'est devenu une mouette. Je veux dire, il y a tellement de mépris dans tout ça, et surtout quand les experts lui demandent si aujourd'hui ça va, elle arrive à dormir, etc. Elle explique que c'est pas de sa faute et qu'elle arrive à dormir le plus tranquillement possible. Moi, je sais pas. Quelqu'un de normalement constitué qui écrase un gamin sans que ça soit volontaire, à un moment donné, il arrive même plus à dormir, quoi. Je veux dire, il y a quand même un sentiment de culpabilité je le répète, quand on est normalement constitué. Et je pense que cette femme-là a l'impression qu'elle a une espèce de sentiment d'impunité sous prétexte que ses enfants sont gendarmes. Moi, je veux le dire en toute sincérité, le fait que ses enfants soient intervenus pour faire en sorte qu'elle ne soit pas en garde à vue et compagnie, je l'entends, c'est même presque largement excusable, puisque voilà, on se dit, allez, qui ne l'aurait pas fait pour sa mère ? Mais c'est l'après qui est scandaleux. C'est concrètement la justice de ce pays qui semble protéger cette femme-là. Et donc de ce point de vue-là, moi, c'est là-dessus que je trouve qu'il y a déjà des dysfonctionnements assez dingues. Et si ça ne tenait qu'à moi, je le dis honnêtement, j'aurais même poursuivi ses enfants pour trafic d'influence. Sauf qu'aujourd'hui, son avocat, donc à Hakim, n'est pas dans cette démarche-là, en disant que c'est pas la priorité et qu'il faut se focaliser justement sur l'essentiel de la procédure. Ouais. Incroyable affaire en tout cas que l'on va sur laquelle on va revenir dans un instant avec le papa donc du petit Yanis qui avait seulement 8 ans, rappelons-le, qui avait seulement 8 ans et qui était avec sa maman sur un passage piéton.
d'accord, qui traversait simplement la rue, et quand une voiture folle est arrivée à 2 fois la vitesse autorisée, ça a été relevé aussi, et puis la justice n'a pas retenu tous les éléments aussi dans cette affaire, ce qui pose aussi bien des problèmes, Ismaël, ce qui fait aujourd'hui qu'on assiste à, si vous voulez, un simulacre parfois dans cette procédure. Ouais, non, bien sûr. Maintenant, l'idée, c'est d'obtenir la réouverture de ce dossier dans les meilleurs délais, et surtout appeler encore une fois la mobilisation pour le 3 décembre, donc c'est 14h30 place de la République, parce que là, on sera 11 jours avant le deuxième délibéré. Et il va falloir effectivement qu'on soit le maximum de monde possible. Et nous, ce qu'on déplore aussi, c'est que, enfin, une fois encore, il n'y a pas de parallèle malsain dans ce que je vais dire, mais je suis désolé, il y a eu une marche blanche à Paris pour le petit Yanis. Il n'y a pas eu un média qui s'en ait fait le relais. On en est à la 3e marche blanche pour Lola, à la 2e pour Justine, et systématiquement, il y a les médias de toute la France qui sont là en train d'accourir pour avoir les bonnes images. Mais je veux dire, c'est scandaleux, cette espèce de hiérarchisation de la douleur de manière générale, hein. Et je trouve que le mépris de cette affaire par la classe médiatique est juste totalement anormal, et qu'effectivement il y a aussi un nouveau scandale là, c'est ce qui et en plus qui met en lumière les dysfonctionnements de l'autorité judiciaire, et le mépris que subit une famille à qui on a quand même dit faut arrêter vos démarches, ça va changer quoi à votre vie d'apprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Donc c'est dire jusqu'où on va. Alors effectivement, et le parallèle est très très justement fait, mon cher Ismaël, entre effectivement plusieurs affaires en cours et des marches sur l'affaire Lola, sur l'affaire Justine et le petit Yanis. Alors Amine, qui est avec nous, Amine Sa, toujours bien entendu, le papa de Yanis est avec nous en studio. Hakim Metla. Il sera là dans quelques instants. Voilà, on parlait avec notre ami Ismaël il y a quelques instants. Amine, tu étais évidemment le dimanche donc en question à ce rassemblement prévu place de la République. Il y avait du monde, pas assez de monde, mais la météo évidemment n'était pas au rendez-vous. Mais est-ce que Ismaël a raison de faire le parallèle? Voilà, il y a plusieurs marches en ce moment d'organiser sur des affaires d'actualité comme Lola, comme Justine. Il y a des médias. Pour Yanis, il n'y a quasiment pas de médias, quoi. Oui, non, mais bien sûr, depuis le départ, pour défendre cette affaire et donner un maximum de visibilité, ça a été très très difficile. On n'a eu que des obstacles, et je trouve que compte tenu de toutes ces difficultés, on a été plutôt bon dans la réussite de cet événement. Alors oui, les grands médias ne sont pas fait l'écho, mais néanmoins, je crois que c'était une réussite avec peu de moyens, peu de capacité de visibilité, peu de médias, peu de communication, une météo évidemment pas très avantageuse, mais néanmoins une réussite parce que ça a eu l'effet escompté. On a réussi le 9 novembre, je crois que ce rassemblement a été évidemment une des raisons pour laquelle ce délibéré a été renvoyé au 14 décembre prochain. Et donc je crois qu'on va continuer, et il le faut, continuer à médiatiser le plus possible cette affaire, continuer de rappeler que la justice ce n'est pas un vain mot, et qu'elle doit être la même pour tout le monde, et j'appelle évidemment tous les auditeurs et toutes les auditrices à se joindre à nous pour défendre cette cause qui dépasse la simple affaire Yanis, qui est évidemment nous a tous touchés, mais c'est avant tout l'objectif, c'est de réclamer justice pour tous, que l'on s'appelle Yanis, que l'on s'appelle Yannick, que l'on s'appelle Abdou, Julien, Justine, Lola, peu importe, la justice doit être la même pour tout le monde. Allez, dans un instant, il sera avec nous, le père de Yanis, Hakim Metla, sur France Maghreb 2, pour évoquer justement cette nouvelle audience qui a été annoncée au 14 décembre prochain pour ce nouveau rassemblement prévu place de la République. C'est ce que tu nous disais, Ismaël, le 3 décembre prochain. De tout cela, on va en parler évidemment. Les avancées dans cette affaire judiciaire, la pression ne retombe pas, et c'est tant mieux. Il faut quand même rendre hommage à Cyril Hanouna qui a reçu qui a reçu Hakim, les gars, non? Oui, tout à fait. Non, mais il faut le dire ou pas? Là, pour le coup, oui, il a été utile.
Bon, voilà. Bon, Ismaël, on est d'accord? Ouais, bon, on est d'accord. Après, quand on sait comment ça s'est fait, on est un peu moins. Il l'a fait, il l'a reçu. Il n'était pas obligé, hein. Ça fait du bruit, c'est le plus important, c'est que ça a pu relancer le dossier. Voilà, c'est sûr que là, la médiatisation, quand on part chez Hanouna, c'est clair que ça passe quand même. C'était évidemment, faut le dire. C'était évidemment une vitrine importante. Voilà. On l'a vu. Après, moi, je regrette la manière dont ça s'est fait. Il y a pas eu, il y aurait pu avoir un échange pour aller plus loin dans la discussion. Hanouna l'a fait parce qu'il y a eu cette pression de la part des réseaux sociaux. Hein, chacun le sait. Il a eu évidemment l'intelligence d'accueillir Hakim le Papagiannis, mais néanmoins je crois qu'il faut relativiser les choses. C'était une belle vitrine, mais ça aurait pu être beaucoup mieux s'il avait joué le jeu comme il le fait d'habitude sur une affaire comme celle-là à l'antenne. D'accord, mais chose étant, moi j'aime bien être factuel. Je veux dire, il n'y a pas de grands médias. Factuellement, il a accepté de le recevoir et c'est à mettre à son crédit. Allez, dans un instant, juste après la pub, donc le père de Yanis sera avec nous sur France Maghreb 2, Hakim est là sur France Maghreb 2 dans le LGF, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans le LGF, le grand forum, votre réel talk d'actualité, de décortiquage de l'actualité sur France Maghreb 2, sans concession, on parle vrai ici. Comme tous les jours, du lundi au vendredi de 16h à 18h, et méfiez-vous des imitations, avec Gamal Abina qui est avec nous, fondateur du MDC, avec Amin Saha, élu à la Courneuve, avec Ismaël Boudjekada, élu à Grand Charmont dans le Doubs, et donc Hakim qui est avec nous. Hakim, bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonsoir. Papa du petit Yanis qui est parti au mois de février dernier à Perpignan dans un terrible drame on a expliqué ce qui s'était passé il y a quelques instants avec Ismaël, Hakim, et tu étais venu nous en parler d'ailleurs quelques jours avant le rassemblement. Quand tu as vu ce monde place de la République, bien qu'il ne faisait pas beau ce jour-là à Paris, le 9 novembre dernier, qu'est-ce que tu as ressenti? Eh bien, déjà une certaine fierté, je ne vais pas le cacher. Donc, quelque part une satisfaction aussi. De voir que les gens, les personnes qui étaient sur place, donc se sont sentis investis, concernés, étaient là, malgré le temps aussi, qui n'était pas trop clément, il faut le dire. Donc ce que j'ai ressenti à ce moment-là aussi, c'est que, eh bien, il y a plein de gens qui ont pris sur eux de porter cette cause. Quand on sait toute l'injustice qu'il y a autour de Yanis, eh bien, de voir qu'il y a eu ce rassemblement avec... je veux dire, il y avait à ce moment-là une espèce de communion aussi. Les gens qui ne savaient pas voulaient savoir. Et puis ceux qui savaient eh bien, étaient là pour manifester leur présence, leur indignation aussi. Parce qu'on est censé être dans un pays de droit. Ça dépend pour qui. Eh bien, pour ma part, j'ai du mal à y croire. Donc le droit pour qui, à qui ça profite, ça aussi, c'est encore un débat qu'il faudrait ouvrir un jour. Donc ce jour-là, à pratiquement 900 km de Perpignan, des gens se sont rassemblés sur la place de la République, qui est quand même un symbole assez fort, pour dire non finalement à cette injustice. Alors on s'était quitté aussi avec un problème concernant ta cagnotte Litchi, ça s'est arrangé? Eh bien, j'ai un retour par mail qui dit qu'en effet, ils n'auraient pas dû demander ce qu'ils nous ont demandé, mais à côté de ça, ils me redemandent encore d'autres documents. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, j'ai manifesté aussi auprès du service client. Je crois que Ismaël est au courant, puisqu'il m'a pas mal aidé aussi. Donc, le fait que je vais être celui qui dispose de cet argent, je n'ai pas de compte à leur rendre à eux. L'entête, c'est pour les frais d'avocat, mais aussi c'est pour nous aider à continuer le combat. Donc voilà, honnêtement, je déconseille Litchi à beaucoup de monde. C'est une cagnotte qui est assez vicieux, leur système. Quand on en a besoin, c'est quand eux estiment qu'ils peuvent vous le donner. Il y a un problème là-dedans. Pour le coup, ils vous bloquent. On se demande pourquoi. Ensuite, pour avoir le service client par téléphone, c'est une horreur. Ouais. Par mail, il faut qu'ils envoient dans un autre service. Bon, ben, il y a une espèce de c'est vicelard comme situation. Alors revenons à ce qui s'est passé, je crois que c'était mercredi dernier, cette audience qui était prévue à Perpignan. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette audience, outre le fait qu'il y a un nouveau renvoi au 14 décembre?
Est-ce qu'il y a eu de nouveaux éléments? Est-ce qu'il y a des aspects positifs qui sont ressortis de cette audience de mercredi dernier, Hakim? Eh bien, pour reprendre à la date du 9, c'était censé être la date, soit il nous donnait le complément d'enquête, ce qui a été demandé à la date du 28, qui, elle, pour le coup, est l'audience. La date du 9, ça devait normalement être soit il nous donne donc ce que l'on demandait, le complément d'enquête, soit c'était le délibéré, qui allait ou dans la continuité de ce que demande le procureur, le parquet, ou alors une peine supérieure ou à minima. Donc pour le coup, est-ce que ça a été une bonne surprise qui nous est arrivée? Je vais dire que ce n'était pas une mauvaise surprise, puisqu'on nous donne un renvoi de délibéré au 14, à savoir que mes avocats, lorsqu'ils demandent à la date du 28, à la date d'audience, donc d'avoir un complément d'enquête, l'institution s'y oppose complètement. Donc on a eu un bloc institutionnel en face qui nous a fait le non-recevoir, tout simplement. Alors on va faire le point un peu sur toute cette affaire, Hakim. Est-ce que le délit de fuite a été reconnu ou pas par le tribunal? Eh bien, le délai de fuite a été reconnu le jour de l'audience. C'était quand même assez, là aussi encore je vais me répéter, mais c'était quand même assez douteux, puisqu'il parlait d'une omission de freiner sur une distance de 500 mètres. Parce qu'on rappelle, Marie-Christine, qui est donc cette femme à l'origine du drame, roulait à 2 fois la vitesse autorisée en centre-ville de Perpignan, lorsqu'elle a percuté votre enfant âgé de 8 ans, qui était accompagné de sa maman. Elle lui a totalement roulé dessus, l'a traîné sur une vingtaine de mètres, c'est ça? Complètement. Ouais. Voilà, complètement écrabouillée en fait. Et alors qu'elle était alertée par les passants, par votre femme aussi, la mère de Yanis, lui demandant de s'arrêter. Oui. Elle ne s'est jamais arrêtée, elle n'a jamais freiné. Non. Et au contraire, elle a quitté, donc elle est partie, donc ce qu'on appelle un délit de fuite, pour aller se garer plus loin et pour ensuite appeler son fils, parce que cette Marie-Christine est mère de gendarme. Exact. Donc ce qui se passe ce jour-là, c'est que réellement elle est au double de la vitesse, ça a été confirmé par les rapports d'expertise. Le tribunal l'a reconnu, hein. Donc c'est là où il y a toute l'ambiguïté. Ouais. On a affaire, si vous voulez, à une enquête de gendarmerie. Il faut bien comprendre que les gendarmes, c'est une institution, c'est la grande muette. Et puis leurs collègues gendarmes, il s'agit de leur mère. C'est leur mère qui est coupable. Elle a 2 fils. Les 2 fils se sont complètement impliqués. Pourquoi? Pardon. Pour cause, quand la gendarmerie arrive sur place, le premier constat qu'ils font, c'est que cette dame a été prise en charge. Donc il y a un monsieur avec elle qui lui déclare qu'il est son fils et qu'il est lui-même gendarme. Donc premier problème, donc on comprend bien là de suite qu'on va avoir affaire, au moins qu'il y a un risque de conflit d'intérêts. À ce moment-là, la logique, puisqu'on parle bien d'une enquête criminelle, il y a mort d'enfant dans des conditions, vous l'avez cité, assez catastrophiques, pour ne pas dire crapuleuses. Donc ces gendarmes, en l'occurrence, ils auraient dû se déclarer incompétents, pour pas qu'il y ait ce risque d'ambiguïté. C'est un délit en soi, le conflit d'intérêts. Donc voilà, ce monsieur qui leur déclare qu'il est gendarme, que c'est le fils de Marie-Christine, eh bien, il est déjà là. Écarté, lui, déjà, direct, automatiquement. Complètement. Donc, il a brief. À savoir que juste au moment, avant que les premiers gendarmes arrivent, elle a eu appelé déjà la gendarmerie et elle leur dit « Je viens de taper un petit garçon ». Donc, elle a fait sa première déclaration spontanément, à chaud, quelques minutes après. Et quand elle est emmenée ensuite en gendarmerie pour être entendue, elle ne restera qu'une heure, ce qui est là aussi... c'est assez aberrant. Je pense que même c'est peut-être inédit. Donc, elle est relâchée 1 heure après avec son permis de conduire en poche. Je pense que dans le temps où les gendarmes partent de gendarmerie et arrivent, donc là où se trouve Marie-Christine, je pense qu'à ce moment-là, eh bien, son fils l'a briefé. Et a commencé à lui expliquer, vu que c'est quand même sa partie, je pense qu'il est enquêteur aussi en gendarmerie, je crois que je ne me trompe pas à ce niveau-là, il est dans le judiciaire. Et puis là commencent ses mensonges. Donc, quand elle est amenée à la gendarmerie, elle ne parle plus du petit garçon qu'elle a tapé, mais de quelqu'un de petite taille qui est revenu en courant, de gauche à droite, à l'extérieur du passage piéton. Et on a affaire à une menteuse qui ment. À la fin, c'est une boule de feu, c'est un oiseau, un volatile. Eh bien, pour revenir, si vous me le permettez, donc au moment de l'impact, qui est très importante, à savoir
que Yanis est sur le passage piéton. Il y a une première voiture qui s'est déjà arrêtée, qui les laisse passer. Donc celle qui s'arrête, c'est celle qui vient de Perpignan en direction de Villeneuve-de-la-Raho, pour être précis, de gauche vers la droite. Et puis, eux s'engagent. Ils sont sur le passage piéton, il y a le groupe qui s'engage. Yanis les précède de 2 petits pas d'enfant. Et puis il y a le véhicule qui part, lui, de Villeneuve-de-la-Raho en direction de Perpignan. Quand je dis il part, c'est qu'il il arrive à toute vitesse. Conduit par Marie-Christine, qui, elle, ne freine pas. Elle roule à plus du double de la vitesse. Parce qu'on a une estimation approximative. À savoir que cet expert, encore une fois, c'est un expert qui est appelé par les gendarmes. Mais on va retenir cette vitesse qui est du double. Elle le tape sur le passage piéton. Il est projeté 6 mètres plus loin. Elle n'a déjà pas freiné au passage piéton. Elle l'a vu, puisqu'elle le déclare quand elle téléphone en gendarmerie. Donc elle le tape la première fois. Elle a encore le temps de freiner. Yanis est par terre. Il est blessé, vivant, par terre. Et puis là, elle prend la décision de s'enfuir. Et pour ce faire, elle écrase Yanis. Donc elle roule sur lui avec la roue avant droite. Elle le traîne sur 22 mètres sous le châssis. Il ressortira 22 mètres plus loin sous la roue arrière droite. Toujours vivant à ce moment-là. Hein. Il est toujours vivant à ce moment-là. Donc il hurle parce que sa maman, elle est derrière lui, derrière la voiture. Pendant 22 mètres, en réalité, elle court derrière le véhicule et elle crie, elle supplie à Marie-Christine de freiner. Sous la voiture, on a Yanis qui a ses côtes qui cassent. En réalité, il a toutes ses côtes qui ont cassé, les clavicules. Il a ses poumons qui ont explosé. Il a les 2 os du fémur qui sont complètement sectionnés. Une ouverture qui part de la cuisse jusqu'au tibia. Il est scalpé. Mais il est vivant et tout le temps, pendant ces 22 mètres, il hurle. On va pas... j'imagine la torture qu'il subissait, mais il hurlait. Alors je me demande aujourd'hui comment Marie-Christine n'a pas pu entendre Yanis qui était sous le châssis, à quelques centimètres d'elle, en dessous. Donc elle a entendu. Et ce qui me fait dire que l'homicide involontaire, jusqu'au passage piéton, pourquoi pas ? Pourquoi pas cette erreur de conduire par rapport à l'excès de vitesse ? Mais le fait de s'enfuir, il y a quand même volonté de s'enfuir. Le fait d'écraser Yanis alors qu'il est par terre pour s'enfuir, ça a le moindre scrupule. Hein. Elle l'a fait juste pour s'enfuir. Nous sommes d'accord. Elle n'a pas contourné. Donc là aussi, on ne peut plus parler de faits involontaires. Il y a volonté de s'enfuir. Il y a la mise en danger de l'enfant sur le passage piéton, mais là, elle l'achève. C'est elle qui le tue. Et puis, on a besoin, je parle au niveau expertise, le médecin légiste, lui, est déterminant, voire sur le problème donc, de la mort, si c'est du premier ou du second au second choc. Donc, qu'est-ce qui tue Yanis ? Savoir que si c'est au deuxième choc, on ne peut plus parler d'homicide involontaire. La qualification serait largement au-dessus. C'est déjà pas normal qu'une heure après, elle ait été relâchée de gendarmerie. Mais là, en sachant qu'en faisant ce délit de fuite, elle a mis à mort Yanis, moi je pensais qu'elle aurait été mise en prison. Ça n'a pas été fait en gendarmerie. Elle a été réentendue parce qu'elle n'avait pas été mise en garde à vue. Donc on voit bien que le poids de ses enfants a dû jouer au niveau de la gendarmerie. On a fait quelques marches à Perpignan pour dénoncer ce qui se passait. On en a fait d'autres aussi sur Marseille. Et puis c'est passé aussi dans des télévisions du Sud, BFM, Provence, c'est passé sur FR3, sur Closer aussi, magazine, même sur Le Parisien. Donc on a bien fait entendre, le message est passé, comme quoi on était au courant, on sait ce qui se passe. On pensait que les magistrats, auraient fait le travail le 28. Donc à ce moment-là, les avocats qui ont le dossier en main, voient bien toutes les incohérences, à savoir que la limitation 30, elle n'est pas retenue, alors que les panneaux sont là. On nous dit que non, finalement, on n'a pas trouvé le décret, alors les panneaux sont là, mais on va faire comme s'ils n'y étaient pas. Donc elle est à plus du double de la vitesse. Forcément, si on passe d'une zone 30 à une départementale, on retombe sur une zone 50. Donc déjà, première aberration. Une autre aussi, c'est quand Yanis décède à 4h du matin,
Le gendarme nous appelle pour porter plainte. On se présente en gendarmerie, à Elne précisément. Et puis là, l'enquêteur, d'emblée, dès qu'on arrive, il nous déclare que le magistrat ne retient plus le délit de fuite et qu'il y a une requalification. Bon, je ne sais pas trop par rapport au choc. On vient d'avoir l'enfant, on vient d'apprendre sa mort. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et puis, j'ai l'impression que même le gendarme est étonné quand il nous dit ça. Donc, dans la nuit du 5 au 6, le magistrat qui estime qu'il ne faut plus retenir le délit de fuite. Bon, mais c'est encore quelque chose qui est bizarre. Il me demande s'il peut garder le corps pour faire l'autopsie. Donc, l'autopsie en vue de déterminer la vitesse, puisqu'il n'y a pas de trace de frein à aucun moment. Bon, j'accepte, mais je lui demande de me rendre le corps vendredi. Puisque vendredi, on est dimanche, vendredi pour le mettre en terre. Bon, on a fait une espèce de deal, et puis on se met d'accord. Autre chose aussi qui est étonnante, on parle d'une enquête criminelle. Donc le vendredi, alors qu'on était dans le cimetière en train d'enterrer Yanis, les gendarmes procèdent à la reconstitution. Pendant qu'on enterre Yanis, sans la maman. Sans nous, sans la maman, ils font ça entre eux. On parle d'une enquête criminelle. C'est la maman qui était un témoin direct, rappelons-le. Qui était sur place, qui a tout vu, et d'autres témoins aussi. Imaginez dans quel état elle se trouve, franchement. Eh bien, si vous voulez, je vous ferai parvenir des lettres manuscrites par 2 témoins qui étaient là, en l'occurrence. On a fait fi de leur témoignage, alors qu'eux ont témoigné. Ils n'ont pas voulu en parler à l'audience. Je peux vous les donner, je les ai avec moi. Et vous verrez, c'est parlant. Tout est dit. Alors, là aussi, on a mis quelques témoins de côté. Comme ça rend service à Marie-Christine. Et puis, cette reconstitution, quand je demande pourquoi on n'a pas été conviés, c'est quoi le but, qu'est-ce qu'il faut que vous nous cachiez, puisque je suis quand même assez direct quand je pose les questions. Là aussi, pas de réponse. Bien, c'est encore quelque chose, je vais traiter ça d'incohérence. Mon épouse, quand elle a entendu à chaud, on lui demande si dans la zone 30, le véhicule roulait à cette vitesse. Elle dit non, elle roulait bien plus vite. Et puis l'enquêteur qui marque oui, j'en ai l'intime conviction. Donc il est en train de ramener le témoin à charge, un témoin à décharge. Il faut bien comprendre qu'on vient tout juste, on ne l'a pas encore digéré, on vient tout juste d'apprendre la mort de Yanis. Et puis il nous dit, écoutez, vous êtes sous le choc, vous pouvez repartir. Il ne lit pas les dépositions. Ensuite, deuxième question qui est posée par l'enquêteur, où vous trouviez-vous au moment de l'impact? Je suis sur le passage piéton, répond ma femme, on vient de me laisser passer et je suis là avec le groupe. Bon an, mal an, elle essaie d'expliquer avec ses mots. Il faut se mettre un peu à sa place aussi, elle a tout vu en direct. Et à chaud, on lui pose des questions sur comment ça s'est passé. Mais les réponses, je suis présent, c'est ça sa réponse. Là aussi, l'enquêteur met sur le papier, sur le PV de plainte, alors que je me trouvais aux abords du lac, mon fils est parti en direction du passage piéton. Encore, allez, on va être sympa, on va parler d'incohérence. Quand je suis à la maison, j'ai pas le corps, on vient de le donner, donc il a fallu attendre que le corps revienne. Quand j'entends dire qu'il y a une reconstitution, un ami qui était passé à côté du lac de Villeneuve-de-la-Raho, qui lui me dit, écoute, quand vous étiez en train d'enterrer, je fais ma petite enquête et puis c'est avéré que c'était vrai. Ils ont barré les 2 routes de chaque côté, ils ont fait une reconstitution entre eux. Et donc ils ont pris des photos du soleil, du sol, et puis ils nous ont fait une espèce de montage qui ressemble à rien. Et donc ils ont voulu faire passer le soleil pour coupable. Voilà le but réel, comme ils n'ont aucune circonstance atténuante. Hakim, finalement, est-ce que vous n'avez pas l'impression, au travers de tout ce que vous nous racontez, que au-delà du drame du petit Yanis, au travers de toutes ces incohérences, est-ce qu'on n'a pas tué votre fils une deuxième fois? J'étais en train de vivre son exécution le 28. J'ai eu peur que ça se renouvelle le 9. Et puis j'ai encore peur que ça se renouvelle le 14, complètement. Aujourd'hui, la vie d'Yanis... Qu'est-ce qui vous aide à tenir, Hakim? Vous et votre femme, parce que elle est un témoin direct. Rappelons-le, vous n'étiez pas là, vous. Non, je suis arrivé après. Une dizaine de minutes plus tard. Ouais. Qu'est-ce qui me fait tenir le combat? Qu'est-ce qui vous fait tenir? Parce que vous, votre femme, votre famille... Complètement. Je dois ça à Yanis. Je lui dois.
Donc ce qui se passe, c'est que... comment dire ça? Ils ont fait tellement d'impairs, on voit tellement, c'est tellement visible. Quand ils font l'enquête à décharge pour Marie-Christine, il y a ses enfants, on sent bien. Je me demande pourquoi cette enquête a été donnée aux gendarmes. Ça aussi, encore une autre incohérence. Et je peux en citer, il y en a tellement. Eh bien, le 28, lorsque les avocats, chacun dans leur cabinet, il faut savoir, ce ne sont pas 3 avocats qui travaillent dans le même cabinet, mais chacun arrive à la conclusion qu'il faut un complément d'enquête. Quand ils se présentent à la barre, eh bien, ils font valoir qu'il y a des experts, des expertises notamment qu'il faut rajouter, mais les 3 se mettent d'accord pour demander la même expertise qui elle-même est demandée par le médecin légiste. Il faut le savoir, le médecin légiste fait partie de l'institution. Il ne peut pas déterminer précisément la mort de Yanis, si c'est au premier ou au deuxième choc. Donc, les avocats vont aussi dans ce sens. Ce qui impliquerait que le complément d'enquête soit donné à un juge d'instruction. Et là, on rentrerait dans une vraie enquête. Et donc, ils se sont complètement opposés à cette possibilité qui est un droit. Pour nous, les victimes, on a le droit quand même de pouvoir savoir, pouvoir demander, pouvoir ajouter aussi dans un dossier. Et surtout, pas arriver devant une espèce de montage théâtral, là où c'est qu'il y a... voilà, tout est préparé à l'avance. Et puis, ce qu'ils voulaient surtout pas, c'était mettre Marie-Christine en prison. Donc le procureur... Et elle pourrait d'ailleurs ne pas y aller du tout, en prison. C'est le gros risque. Marie-Christine. Complètement. À savoir que ce même jury, donc pour Yanis, qui lui est un innocent sacrifié, sur un passage piéton, il y a le code pénal, il y a le code de la route, elle a commis, je crois, 5 ou 6 infractions qui sont les unes plus... je veux dire qu'elle aurait dû déjà être mise en prison, ne serait-ce qu'avec la première infraction. Le fait de couper la priorité à un piéton sur un passage piéton, de le tamponner, elle aurait dû aller en prison. Pour le coup, là, on ne peut pas les nommer tellement il y en a. Eh bien, on sent bien qu'il y a volonté de ne pas rendre justice à Yanis. Donc ça aussi, c'est très dur. C'est aussi une des raisons qui fait que je ne baisserai pas la garde. Il va falloir qu'ils comptent aussi avec des personnes comme nous. Voilà. J'irai jusqu'au bout. C'est une promesse que j'ai faite à Nice. Pourquoi? Parce que d'abord, pour moi, ça a le goût de meurtre. Caché, mal caché, puisque de plus en plus c'est mis à jour, et leur comportement, et son comportement criminel à elle. Il y a des choses qui sont marquantes aussi. Il y a 4 jours, je crois 3-4 jours, si je ne me trompe pas, j'ai vu qu'il y a eu un drame aussi, un fait divers. Eh bien, un policier, donc quelqu'un qui aurait fait un délit de fuite dans un, je ne sais plus si c'est un véhicule léger ou si c'est... Donc, il fait un délit de fuite qui tape un policier et qui prend 30 ans de prison ferme. Donc, si on tient compte de Yanis, et puis de ce... Peut-être qu'il est mort, je ne sais pas, je ne me souviens pas, mais je pense qu'il a dû mourir, non ? Bien sûr. Eh bien, quand on fait les 2 poids, 2 mesures, il y a quelque chose qui ne va pas là. Absolument. Alors, et ensuite, pardon, je voulais juste dire, parce qu'on parle de Perpignan. Perpignan, on sent bien que ça dépend pour qui, il n'y aura pas de justice. C'est comme ça, c'est voilà. Mais ce n'est pas une fatalité en soi. On peut faire bouger les choses. Et c'est pour ça que... Alors justement, on va en parler dans un instant. Et pour finir, Hakim, merci vraiment de te livrer. Je sais qu'à chaque fois, on te redemande et repose les mêmes questions, de recontextualiser. C'est très difficile pour toi et pour les tiens de revivre un peu cette scène, évidemment, ce simulacre. D'ailleurs, rappelons que tu ne peux pas faire appel, quelle que soit la sanction qui sera prononcée par le tribunal. Il faudra l'accepter. Et oui. De quelle manière, on verra. Alors, bouge pas, Hakim, on est de retour dans un instant. Pourquoi il est important ? Il y a un autre rassemblement de prévu. Justement avant le 14 décembre, date de cette audience reportée, renvoyée. On y revient dans un instant. Et c'est pour ça qu'il est important aujourd'hui, au travers de tout ce que vous avez entendu, d'aller se mobiliser et d'aller place de la République le 3 décembre, si je ne m'abuse. 3 décembre, place de la République. À tout de suite. Merci d'être avec nous dans le LGF avec Hakim, le papa du petit Yanis, qui est mort donc au mois de février dernier à Perpignan, renversé par Marie-Christine. Et donc cette nouvelle audience renvoyée au 14 décembre et une nouvelle journée de mobilisation est prévue.
pour continuer de faire pression évidemment sur les juges. Hakim, c'est une mobilisation où vous demandez à tout le monde de venir donc le 3 décembre, place de la République, pour un nouveau rassemblement et pour crier à l'injustice et pour demander à ce que justice soit faite concernant cette affaire et concernant évidemment l'issue de ce drame, c'est-à-dire de la réponse judiciaire qui est pour le moins scandaleuse pour le coup, avec pas mal de choses dissimulées, vous l'avez rappelé, raconté. Hakim, pourquoi il est important d'aller le 3 décembre à Paris, place de la République ? Eh bien, déjà, quand on tient compte du 9, qui aurait dû être le jour soit du renvoi, soit du délibéré, eh bien, ce jour-là, ils n'ont pas voulu ni délibérer, ni aller au renvoi, mais m'ont sorti le document qui était demandé par les avocats, donc le rapport d'expertise qui aurait dû être dans le dossier. Pour le coup, on m'a sorti un document volant, il m'a dit, venez, regardez, on l'a retrouvé, il n'était pas dans le dossier. Par contre, on fera le délibéré le 14, ce qui est complètement à l'encontre de la justice. On n'a pas pu débattre, parce que c'est quand même un document... Il y a beaucoup d'incohérences dans ce dossier du début à la fin. Voilà. Effectivement. Alors, le 3 décembre, donc mobilisation, place de la République. On attend tout le monde évidemment pour venir vous soutenir, mais surtout pour demander justice pour Yanis. C'est important pour justement peut-être savoir ce qui va se passer le 14 décembre. Rappelons-le, je crois que dans les réquisitions, aucun jour de prison ferme n'a été demandé pour Marie-Christine. C'est de la prison avec sursis, c'est ça ? Eh bien, on lui laisse une deuxième chance. Voilà. Ouais. Comme si le meurtre de Yanis, un enfant de 8 ans, un innocent, sur un passage piéton, tué devant sa mère et ses sœurs, c'était pas suffisamment grave pour la mettre en prison. Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que ce même tribunal, 3 semaines après, condamne 2 voitures donc, qui se collisionnent, une en excès de vitesse, condamne pour à peu près la même chose. Bon, c'est bien plus grave quand on voit ce qui se passe avec Yanis, ce qui est arrivé à Yanis. Mais là, il y a eu aussi une dame qui était dans le véhicule qui est morte. Morte parce que l'autre véhicule est en excès de vitesse. Eh bien, ce procureur, cette juridiction, à Perpignan toujours, ont demandé 5 ans, dont 2 ans ferme. 3 semaines avant, pour Yanis, c'était 0 jour de prison, 5 ans de sursis. Voilà ce qui se passe. Alors, il a peut-être... Voilà. Non, mais il y a énormément d'incohérences, mais est-ce que vous avez écrit, c'est une question d'une auditrice qui nous appelle, est-ce que vous avez écrit à Monsieur le ministre de la Justice, Dupond-Moretti ? Eh bien, je vais vous dire encore mieux, j'ai eu le conseiller de Macron au téléphone. Et le conseiller directement du bureau de Macron qui m'a dit, qu'il me présentait ses condoléances, qu'il était attristé, mais bon, c'était pas trop le but de la discussion. J'ai demandé dans quelle mesure il pouvait intervenir. Il a bien compris qu'il y avait une injustice flagrante et voulue. Et que vous a-t-il répondu ? Eh bien, il m'a dit qu'il fallait attendre après, puisqu'eux n'ont pas la possibilité d'intervenir dans les décisions de justice, mais pourraient intervenir après. Je crie à l'injustice. Je ne sais pas si je suis entendu là-haut, donc au niveau de l'Élysée. Je crie à l'injustice parce que c'est flagrant, on le voit, il ne faut pas laisser faire. Donc j'appelle à la mobilisation. Le 3 décembre. Le 3 décembre, alors, sachant que ce petit enfant, il ne reviendra pas. Absolument. Mais on ne peut pas accepter une telle injustice. Aujourd'hui, c'est 30 ans de prison pour un tel, 0 pour un enfant. Qu'est-ce qu'il a fait, Yanis, pour ne pas avoir le droit pénal ? On a des devoirs en France. C'est un pays de liberté, égalité, fraternité. Eh bien, j'ai un vieux doute maintenant qui remonte. Je me demande si, c'est comme j'ai commencé au début, si pour nous, ça va tout le temps être, je vais être peut-être un peu méchant, mais je le vis comme ça. Et je mets aussi au défi de me prouver le contraire. J'ai l'impression qu'on vit encore dans l'époque de la justice bananière. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Merci beaucoup Hakim en tout cas d'être venu une nouvelle fois nous raconter cette histoire et on ne manquera pas ici avec Amine, avec toute l'équipe de rappeler la mobilisation donc le 3 décembre prochain. On est encore assez loin mais on aura l'occasion de rappeler 3 décembre prochain, place de la République. Merci beaucoup Hakim et bon courage. 14h. Et 14h. Voilà, c'est ça. Bon courage, oui. Je vais devoir y aller Christophe, mais juste pour faire une remarque, je pense avec... Non, il faut que tu restes avec nous, toi t'es fou. Non, mais j'ai mon taxi d'or. On parle d'allounage, rien à foutre, tu restes là. Oui, mais le taxi l'attend, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Juste pour dire que votre fils a la chance d'avoir un père éduqué, un père qui est structuré mentalement, qui a relevé les différentes infractions gravissimes, excès de vitesse constaté,
danger, délit de fuite, ça coûte très cher au pénal. Non-assistance. Et non-assistance, évidemment, et volonté de masquer son crime. Donc tout ça, là, ça relève du criminel. La qualification qui renvoie au TGI ou au tribunal de grande instance ne sont pas suffisantes. Il faut absolument qu'elle aille aux assises. Il faut tout faire pour qu'elle ait les assises. Ensuite, merci beaucoup. Pour l'État français, il y a séparation de la justice, donc ils ne peuvent pas... pour l'instant, pas ça, c'est quand ça les arrange aussi. Il faut faire la pression. Bon, merci beaucoup Hakim et bon courage en tout cas pour la suite et merci d'être venu sur France Maghreb 2 dans un instant. Merci à vous. On va parler de Cyril Hanouna, d'ailleurs chez qui vous avez été reçu, Hakim, d'ailleurs, qui a visiblement ou pas dérapé. C'est la question que je vous pose face au député Louis Boyard. On en reparle dans un instant. 01 40 39 000, à tout de suite. Franchement. Le LGF, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2 avec merci encore une fois au papa du petit Yanis. On rappelle le rassemblement prévu le 3 décembre à 14h30 place de la République. Et on rappelle aussi qu'il y a une pétition qu'on peut aller signer sur les réseaux sociaux d'Hakim, que ce soit sur Facebook, sur TikTok. Hakim MMMTS. Donc sur TikTok, vous avez le lien pour la pétition et vous avez également toutes les informations pour la cagnotte. Parce que, évidemment, mener un combat judiciaire, ça demande beaucoup d'argent, c'est beaucoup de déplacements, c'est beaucoup de moyens et on a besoin d'aider cette famille. Absolument. Ismaël, toujours là, et très attentif à ce qui s'est dit, évidemment, depuis tout à l'heure. Très impliqué aussi dans cette affaire, Ismaël. Oui, on essaye justement de contribuer comme on le peut. Après, c'est vrai que c'est une affaire qui prend énormément de temps, donc on y va de nos petites contributions, mais effectivement, on est preneur de toutes les bonnes volontés pour venir y contribuer. Alors, on va parler pour terminer de l'affaire Hanouna. Et quand on parle d'Hanouna, Gamal se casse. Non, mais si, dis-le, tu te casses. Mon avis en 2 secondes. Ouais. Je vais donner mon avis en représailles. Oui, surtout moi. Bah oui. Ouais. Non, moi, ce que j'en pense très rapidement, parce qu'il y a mon taxi qui attend dehors, malheureusement pour l'émission derrière. Très rapidement. On a foutre des autres, moi. Ici, c'est France Maghreb 2. Les autres, je m'en tape, moi. Je comprends. Donc, très rapidement, on a assisté à un naufrage de la part de M. Hanouna qui défend évidemment les intérêts de son patron, puisqu'il est payé par quelqu'un qui est Vincent Bolloré, et qui s'est complètement décrédibilisé en sortant de ses gonds, en agissant comme un voyou de banlieue, malheureusement. Et je dis banlieue, il en fait partie. Je rappelle que c'est un produit de banlieue aussi. Il a été assez dans l'invective, menaçant face à un type qui l'a piqué, il ne saurait pas le cacher, sur des questions qui n'étaient pas centrales au départ. Donc, on parlait de bateaux, il a parlé de ces oligarques français qui en profitent sur l'Afrique. Et malheureusement, il s'est mis à insulter de façon récurrente, de façon méprisante, comme s'il parlait à son ancien employé. Parce que, effectivement, ce député était son ancien employé. Donc, il n'a pas su se contenir, il a complètement perdu pied. Aujourd'hui, il fait un rétropédalage en demandant pardon pour les insultes qui sont extrêmement graves. Je vous invite à écouter, il y a quand même une dizaine qui sont non seulement des insultes de mépris, mais en plus extrêmement vulgaires. Donc, je pense que M. Hanouna s'est complètement oublié. Parfois, il sait être un bon animateur, mais là, il n'a pas été animateur, là il a été impliqué émotionnellement et il a démontré qu'il était incapable de gérer un plateau lorsqu'il y avait une tension grave, c'est lui qui l'a provoqué malheureusement. Donc aujourd'hui on s'est rendu compte effectivement que M. Hanouna il peut être intéressant, on l'a bien vu sur l'affaire Yanis, mais qui peut être aussi très mauvais. Merci Gamal. Bonne soirée à vous, merci encore. A-t-il dérapé ? Hanouna, écoutez cet extrait, Amine et Ismaël, on en parle. Pourquoi je me suis cassé ? Tu te rappelles pourquoi je me suis cassé ? C'est nous qui on te prenait plus. Non, c'est moi qui vous ai dit, parce que t'étais en train de dire, fais des polémiques. Un jour, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, tiens, des propos communautaristes. Moi, j'ai dit ça. Bien sûr que oui. Moi, je t'ai dit ça. Est-ce que moi, je t'ai déjà appelé ? Est-ce que moi, je t'ai déjà appelé ? Est-ce que je t'ai déjà appelé ? Bien sûr, j'ai des messages que tu m'as envoyés. Et je te dis quoi, moi ? Je te dis quoi dans les messages ? Ton équipe. Lis les messages. Attends, mais t'es en train de te rendre compte de l'embrouille que t'es en train de faire parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé à la déforestation. Je te dis, je sais même pas de quoi tu parles et t'es venu ici pour faire le malin. T'es venu ici pour le malin. On parle d'un sujet, d'un bateau. C'est pas bien ce que tu fais. Non mais attendez, c'est bien. Non mais laissez-le parler. Bien sûr que c'est. On parle à des migrants, là, ça n'a rien à voir. Ah d'accord. Donc on n'a pas le droit de critiquer Bolloré. Non mais tu sais quoi, Louis, t'es venu ici, t'as voulu faire un coup d'éclat. Mais c'est pas. C'est très bien. Mais c'est toi qui fais un coup d'éclat. T'es en train de dire à un élu de la République. Mais arrête de dire un élu. Arrête de te la raconter, élu ou pas élu. Je m'en bats les couilles que tu sois élu, moi. Mais t'es irresponsable ou quoi ? Tu crois que la liberté de la presse, tu vas me parler mal ? Tu crois que j'ai peur de toi ou quoi ? Zemmour à la présidentielle et maintenant on aurait pas le droit de critiquer Bolloré. Zemmour il a fait 7%. J'ai reçu plus de gens de la NUPES ici que Zemmour, espèce d'abruti. Les NUPES, je les reçois tout le temps. Si t'es député, c'est grâce à nous aussi. On n'est même pas con. Si t'es député, c'est grâce à nous. Si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi ? Si t'es député, c'est grâce à nous. Demande à Raquel Garrido. Demande à Raquel Garrido, je l'ai tous les jours au téléphone. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas le droit de critiquer Bolloré ? Mais t'as tous les droits. Va dans une chaîne, va dans un groupe où t'as le plus de liberté qu'ici. T'as même pas de liberté à l'Assemblée nationale. Dès que tu parles, il ferme ta gueule.
allez. Tais-toi. Dès que tu parles, il te ferme ta gueule. T'es sérieux ou quoi? T'es un irresponsable, Cyril. Et tu fais du mal à la France. T'es un abruti. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. Voilà, alors évidemment, l'extrait, ça a duré un petit moment, hein, évidemment. C'était un moment de télé assez particulier, on peut le dire. Est-ce que on peut dire que Hanouna a dérapé ou pas, Ismaël, pour le coup? Oui, Hanouna a dérapé, clairement. Maintenant, on a l'habitude du fait qu'Hanouna ne soit pas une grande lumière. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, on voit que ses propos sont teintés de mépris. Qu'il ait l'impression de parler à un de ses employés, c'est bon, grand bien lui fasse. Déjà, je trouve ça assez catastrophique qu'on parle comme ça à ses employés. Maintenant, dans ce qu'il dit sur le fond, en soi, sur le fond, effectivement, Hanouna a raison. Il est effectivement là en train de rappeler que si Louis Boyard est parlementaire aujourd'hui, c'est aussi en grande partie parce qu'il lui a donné une certaine visibilité. Pas que lui, pas que lui, parce qu'il est passé aussi, il était chroniqueur dans les grandes gueules sur RMC, il est aussi passé à plusieurs reprises sur BFM. Parmi ces gens-là, effectivement, je l'ai connu sur BFM, Louis Boyard. Je l'ai pas connu du tout chez Hanouna. De toute façon, je regarde pas Hanouna. Ouais. De ce point de vue-là, il y a contribué, qu'on le veuille ou pas. Maintenant, sur ce que dit Louis Boyard, il a totalement raison. Et en fait, moi, le passage qui me choque le plus, c'est quand Louis Boyard lui dit, il est en train de parler à un député, et qui lui dit, mais t'es qui, toi, t'es personne. Enfin, en gros, il lui fait comprendre, député de quoi. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement méprisant. On se rend compte que le type il lui fait très clairement comprendre, quand il lui dit « Tu crois que tu me fais peur ?» juste parce qu'il lui rappelle qu'il est élu de la République. Il n'y avait aucune menace dans les propos de Louis Boyard. Et de ce point de vue-là, Hanouna montre bien qu'il s'estime bien au-dessus même des représentants de la nation. Et je trouve ça assez choquant, et ça en dit très long sur le personnage. Après, est-ce que c'est normal qu'il décide de censurer Louis Boyard quand il souhaite mettre en avant le fait qu'effectivement Bolloré est impliqué dans un scandale actuellement en Afrique? Lui, il a décidé, Hanouna, de ne pas cracher dans la main de celui qui le nourrit. Celui qui le nourrit, absolument. C'est ce qu'il a rappelé à plusieurs reprises. Alors, Amine, comment tu vois cette scène? D'ailleurs, on en a parlé tout le week-end de cela depuis jeudi soir. En fait, on n'a fait que de parler de cela. Finalement, c'est peut-être un peu le but recherché aussi, que ce soit chez Cyril Hanouna, qui, de toute façon, ce genre de personnes aiment qu'on parle d'eux, en bien ou en mal. L'essentiel, c'est qu'on parle de l'émission, qu'on parle de lui. Et en fait, un buzz en chasse un autre. C'est un peu le principe de cette émission. Je pensais vraiment que Louis Boyard allait venir en plateau et qu'il allait s'expliquer calmement. Au vu de la tournure des choses, Louis Boyard a annoncé qu'il allait porter plainte contre Cyril Hanouna. On imagine très mal qu'il se représente sur le plateau. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir se défaire un petit peu de tout cela. On sent en tout cas que le public a pris fait et cause pour Louis Boyard, puisque par exemple, dans la question que l'on pose, 92% des gens considèrent que Hanouna a dérapé. A-t-il dérapé, Amine ? On est même au-delà du dérapage. En réalité, depuis un certain temps, Hanouna est totalement en roue libre, compte tenu de la puissance que lui confère cette vitrine qui est TPMP, compte tenu des audiences qui sont plutôt bonnes, parce que ce qu'il sert au quotidien, évidemment, c'est à la fois du divertissement mêlé à des sujets parfois sérieux, parfois on tombe même dans le pathos, et donc tout ça, c'est quand même une recette qui est plutôt qui plutôt plaît au public, et donc du fait de cette puissance médiatique finalement, juste pour rappel, c'est une émission qui fait environ 2 millions en moyenne de téléspectateurs. On va regarder d'ailleurs ce qui va se passer ce soir et demain, les audiences. Elle est diffusée au quotidien, c'est-à-dire que c'est une émission qui est diffusée au quotidien. Même les rediffusions de l'émission font un carton. Absolument. Alors je vous parle même pas de l'effet boule de neige sur les réseaux sociaux, etc. Donc évidemment, Cyril Hanouna, compte tenu de cette puissance que lui confère cette émission, est totalement en roue libre et jouit d'une certaine impunité. Et donc, on l'avait vu, c'est le dérapage avec Louis Boyard n'est pas arrivé soudainement. C'est-à-dire que depuis un certain temps, on observe quand même chez Hanouna une montée en puissance comment je pourrais définir ça, une forme d'injure, d'imbut de soi-même, etc. Et quand même, moi, ce qui me désole le plus dans cette émission, c'est à la fois
le fait qu'on offre une tribune à peu près n'importe qui. On a des gens à qui on a offert une tribune dans cette émission alors qu'ils avaient commis des délits. On se souvient de ce garçon qui avait escaladé les grilles du Stade de France pour y pénétrer. C'était quand même un délit. Celui qui a frappé le président de la République. Voilà, aussi. Exactement. Donc, on offre une tribune à ceux qui commettent des délits et parfois, à l'inverse, il faut lutter, il faut faire des campagnes monstres pour obtenir que le papa d'un enfant qui a été fauché sur la route puisse parler pendant quelques minutes. Qu'est-ce qu'il risque, Hanouna ? Je pense déjà qu'il peut risquer jusqu'à l'exclusion de l'antenne, puisqu'il y a une... ça, je ne crois pas du tout, Amine. Alors après, il peut y avoir des sanctions. D'un point de vue pénal, parce que donc Louis Boyard porte plainte. D'un point de vue pénal, on verra ce que ça donne. À mon avis, ça prendra du temps parce qu'il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'on décortique les images, il faut qu'il y ait... Donc ça va prendre du temps. Rappelons que c'est excusé sur la partie insulte, en disant qu'il... C'est excusé sur la partie injure, mais ça n'excuse en rien. Il ne regrette rien pour le reste. Mais le problème, il est même pas là. Le plus gros problème dans cette affaire, c'est le fait qu'on ne puisse pas prononcer le nom de Bolloré sur une chaîne de son groupe. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, en 2022, alors qu'on connaît la puissance des médias, le pouvoir qu'incarnent les médias, on ne peut pas considérer que sur le groupe de Bolloré, on ne puisse pas prononcer son nom. Ça, c'est le véritable scandale. Et j'espère qu'il y aura des sanctions pour que ce que l'on observe là ne se reproduise pas ni sur le groupe Bolloré, ni sur d'autres groupes. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup, mon Ismaël. J'ai hâte de te voir en plateau. Hein. C'est quand même beaucoup mieux, évidemment. Tu étais à distance avec nous, élu de Grand Charmant dans le Doubs. Merci beaucoup, mon Ismaël. Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, Amine aussi, merci beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est le 3 décembre, c'est le rassemblement pour soutenir la famille du petit Yanis, le papa Hakim qui était avec nous il y a quelques instants, évidemment. On aura l'occasion d'en reparler, bien entendu. Merci beaucoup, mon Ismaël. Merci, mon Amine. Et bonne soirée à vous tous. Dans un instant, c'est Medjed. Et puis demain, nous, on est de retour avec Farid Tabsamani et Tarek Mami demain. C'était l'émission Le Grand Forum avec Christophe Froh sur France Maghreb 2. France Maghreb 2.